Bien, merci à vous tous. Hein. J'espère que le son est bon, vous me le direz. Voilà, pour moi, c'est une triple joie ce soir parce que ça fait 20 ans déjà. J'avais été votre invité en 2004. J'avais présenté l'histoire et la préhistoire des maladies humaines. Et d'autre part, petite histoire parce que nous en sommes tous pétris, amoureux et en même temps soumis à ces aléas. Il y a exactement 63 ans, le département de l'Aude m'a accueilli. J'étais jeune adolescent, j'étais donc pris dans l'exil de la communauté pieds noirs qui venait d'Algérie. Et ceci d'ailleurs explique peut-être pourquoi mon intérêt pour comprendre ce fléau qu'est la violence et la guerre. Et ce département de l'Aude m'a accueilli dans des conditions d'une chaleur et d'une humanité qui m'ont marqué à vie. Hein. Les enfants, d'ailleurs, moi-même, je n'ai pas travaillé de l'Aude, j'habite dans le Lauragais, mais c'est tout près. J'y viens souvent. Il y a encore quelques années, jusqu'au Covid, qui a perturbé un peu notre vie socio-professionnelle, je remplaçais mes anciens associés. Mes enfants habitent dans le Minervois, et c'est vraiment pour moi un département que je m'étais promis de m'y consacrer, de le remercier toute ma vie. C'est pour ça que votre présence ce soir, c'est très chaleureux et pour moi, c'est beaucoup plus qu'une marque d'amitié, c'est un devoir parce que si l'Aude n'avait pas existé, je parlais notamment tout à l'heure avec d'anciens amis retrouvés, mes années d'études secondaires à Saint-Stanislas, je ne serais pas celui que je suis. Donc un grand merci d'être venu. Et le troisième point, je voulais remercier, mais Jean-Marie l'a déjà fait. J'ai eu la chance également, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, peut-être pas pour les petites choses, mais pour les grandes choses. C'est de connaître l'Aude et puis d'être pris comme élève. C'est mon mentor, le professeur Jean Guilaine, que vous connaissez. Nous nous connaissons depuis 52 ans et son amitié indéfectible a fait que j'ai pu progresser dans un domaine qui n'était pas au départ celui de la médecine, mais qui m'a permis de m'orienter dans des directions nouvelles. Et une autre personne aussi, un autre Audois célèbre, le professeur Jacques Ruffier, qui était originaire de Limoux, qui, à mon avis, de la vie mondiale, a été un des plus grands scientifiques du XXe siècle. Comme il disait lui-même, peut-être son seul tort, c'est de ne pas avoir été anglo-américain, parce que, vous savez quand même, il y a une petite hégémonie, qui fait qu'il était français, et peut-être ça le limitait un petit peu dans sa notoriété, peut-être même dans l'accession de prix prestigieux, je pense au prix Nobel, parce que c'était également un généticien, le fondateur de ce qu'on appelle l'hémotypologie, c'est-à-dire comment classer les groupes humains, et les cultures, les civilisations en fonction de leur groupe sanguin. Et c'est quelqu'un également qui m'a pris sous sa houlette, qui a été mon professeur à la faculté de médecine de Toulouse, puisqu'il avait la chaire d'hématologie, directeur du centre de transfusion, et qui après m'a suivi. Il était professeur à l'école des hautes études en sciences sociales, et qui m'a accompagné dans mes diplômes. Voilà, ces deux hommes, il y en a d'autres aussi, je pense au professeur Yves Laporte, qui était neurophysiologiste, qui ont fait ce que je suis, et leur enseignement, leur idée s'inscrit, je pense, dans ce dont nous allons parler. Alors une petite mise au point avant de commencer, je voudrais vous rassurer, voilà, on va parler de choses qui ne sont malheureusement pas très agréables à entendre, hein. L'agression, la violence, la montée de la guerre, la violence collective, mais ce point de vue, une personne tout à l'heure très touchante m'a demandé pourquoi vous vous intéressez à ce sujet. Et je lui ai répondu de manière très spontanée, comme je vous réponds, et peut-être c'est le nerf de cette conférence. Hein. Donc je suis né en 1947, après juste la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui a été quand même la plus grande apocalypse de toute l'histoire de l'humanité. Mon frère aîné est né le 6 juin 1944, hein, le jour donc, du débarquement. Et moi-même, donc à partir de 1954, j'avais quelques années, j'ai connu ce qu'on peut dire, oui, ça m'a énormément marqué, j'ai mis beaucoup de temps à oublier des images. Je suis né en Algérie pendant une guerre d'indépendance qui a été extrêmement longue, c'est 8 années pratiquement, très douloureuse. Elle survenait après la guerre d'indépendance du Vietnam, d'ailleurs les accords de Genève 1954, sur le bord du lac Léman, le film, très beau film de Régis Varnier, avec Catherine Deneuve, se termine, et quelques mois après, le 1er novembre, la Toussaint Rouge commence, donc la guerre d'indépendance d'Algérie, qui a été extrêmement
douloureuse et qui m'a marqué. Donc j'ai toujours voulu, quand j'ai embrassé la carrière médicale, par pure vocation, je n'étais pas de famille médicale, originaire d'immigration italienne, donc presque très pauvre, sans universitaire dans ma famille, donc c'est une pure vocation, et puis je le disais tout à l'heure, l'aide de plusieurs personnes, d'un département, puis après de personnes que j'ai retrouvées comme patients, patientes, et qui m'ont souvent bien plus apporté, peut-être dans mon auto-guérison, que je n'ai pu leur apporter. Et ce climat m'a toujours pensé, puis je voyais en tant que médecin radiologiste des plaies, des blessures. Il y avait beaucoup de soldats pensionnés de la guerre d'Indochine, de la Deuxième Guerre mondiale, d'anciens déportés. Donc je me suis dit, mais quel est quand même pourquoi cette perversion de l'humanité, pourquoi ces violences, d'où voilà, ce voyage un peu à travers l'origine de notre côté violent. Hein. Alors, je tiens à vous rassurer, je le ferai toujours avec la plus grande pudeur possible. Hein. Il n'y aura pas d'images affreuses. Ce sont souvent des documents archéologiques anciens. La préhistoire, l'archéologie a ceci de merveilleux. Elle éloigne quand même dans le temps. C'est comme pour l'astronomie, il y a quand on voit des explosions d'étoiles, des trous noirs qui s'effondrent, des galaxies qui se forment, c'est spectaculaire, c'est des énergies inimaginables, et c'est loin. Donc je le ferai toujours avec pudeur, mais en abordant de temps en temps des sujets qui nous concernent, parce que c'est un peu, je termine par ma conclusion, l'introduction, malheureusement, c'est une hypothèse personnelle, nous n'avons jamais été aussi violents qu'au XXIe siècle. Alors tout d'abord, quelques définitions très simples. J'espère que vous arrivez à voir là si c'est... Tout d'abord, alors on mêle un peu tout. C'est souvent les scientifiques, les penseurs, ceux qui s'intéressent aux origines de la violence, beaucoup de neurophysiologistes qui étudient notre comportement, les psychologues, emploient souvent des termes violence, agressivité, agression, voire conflit, guerre. Et j'ai essayé, souvent je pense qu'on ne peut bien aborder un sujet que si on dispose de quelques définitions qui font consensus. Hein. Donc l'agressivité est une modalité du comportement des êtres vivants et, en ce qui nous concerne, de l'être humain, qui peut se reconnaître secondairement par des actions où la violence est dominante. Elle peut s'exercer contre des objets, mais ceci est hors question. Les scènes de ménage sont remplies de vaisselle qui volent et qui sont... Mais c'est déjà de l'agressivité en suspens. Ces motifs, ces effets sont polymorphes. Hein. Il y a une agressivité dite naturelle ou instinct de survie quand elle permet de se défendre, notion de territoire. L'instinct de reproduction suscitant la comparaison, la concurrence entre mâles est un des moteurs de la sélection naturelle, cher à Charles Darwin, hein, dans l'origine des espèces. Hein. Ceux d'entre vous, nous avons parlé un peu de randonnées qui vont en montagne ou partout, même auprès des animaux domestiques. Hein. Tous les animaux, au moment des compétitions, du rut, voilà où j'habite dans le Lauragais, il y a de plus en plus de magnifiques cervidés, et on voit notamment le cerf et son brame, hein, comme ça, mais il y a quand même des compétitions. Quand on va en haute montagne, on voit des bouquetins, des chamois, des isards qui s'affrontent. Merci. Oui, donc cette agressivité, elle est liée un peu à notre comportement à partir du moment où le règne vivant se divise. Il y a les carnivores, les herbivores, ou des prédateurs, ou des consommés. Il y a obligatoirement une notion d'agressivité et du moins d'attaque ou de défense. Hein, tous ces moyens que l'évolution a mis en place depuis des milliards d'années. Et ce qu'il faut retenir d'emblée, c'est qu'elle est soit donc intraspécifique, et c'est la plus dangereuse, entre congénères. Hein. Finalement, quand un pays A, grand A, attaque un pays grand B, ou est attaqué, envahi par un pays envahisseur, suivez mon regard et l'actualité, donc c'est une sorte de prédation à grande échelle, hein. Mais c'est une activité intraspécifique en ce qui nous concerne, au sein de l'espèce humaine. Par contre, l'activité extraspécifique, bien qu'elle soit éloignée du sujet, va nous concerner pour plusieurs raisons que nous allons exposer.
Elle se fait au sein d'un écosystème, d'un milieu assez vaste où côtoient des espèces en bonne intelligence, mais également en Afrique, par exemple au bord des grands lacs, au bord des marigots, au bord des fleuves, vers la tombée du jour. Hein. Vous avez remarqué, c'est l'heure où votre chat, ancien descendant des grands félins, des lions ou pour le continent asiatique des tigres, se précipitent, sortent on les voit tout à l'heure en revenant dans les fossés, c'est le moment où ils chassent. Ce sont des traditions d'origine de milliards d'années qui vont d'évolution de millions d'années, du moins pour les vertébrés. Et donc cette agressivité extra-pacifique, c'est la prédation, donc en fin de compte, les carnivores chassent et tuent les herbivores, elle a quand même un support, on va le voir, physiologique, qui est très intéressant, qui nous relie à cette notion d'agression. Alors la violence, c'est l'utilisation de la force physique ou psychologique pour contraindre, dominer, causer des dommages corporels ou psychiques, voire la mort, hein, bien évidemment. Elle implique des coups, des blessures, de la souffrance par le biais de contraintes physiques, mécaniques. Elle peut s'exercer sur soi-même, c'est le problème malheureusement en psychiatrie, en psychologie, de ce qu'on appelle le suicide, l'autolise aussi, la violence est multidirectionnelle. Elle est plus souvent interpersonnelle, hein. C'est deux sujets qui s'affrontent, une rixe à la sortie d'une discothèque, d'un bar, ou alors à plus grande échelle, qui peut opposer des armées. Je vous rappelle, à l'heure actuelle, le plus grand conflit, le plus grand nombre de combattants et d'armes, je parle là pour l'ère moderne, c'est d'une part la bataille de Stalingrad avec 3 millions de belligérants, russo-allemands essentiellement, mais il y avait également d'autres troupes alliées, notamment dans les armées de l'Axe des Italiens, ou alors la bataille de Kursk également, qui a eu lieu au printemps 1943, où il y a eu à peu près 5000 chars blindés également, allemands, et soviétiques. Et donc ces conflits prennent une dimension un peu comme les cas d'endémie, d'épidémie. Elles sont locales, elles peuvent être nationales, continentales, les épidémies proprement dites, et devenir des pandémies. Il en est de même de la guerre. Hein. Alors tous les auteurs éthologistes, neuropsychiatres, biologistes, polémologues, ceux qui étudient l'histoire de la guerre, philosophes, mettent l'accent sur la différence entre l'agression ou l'agressivité qui est un état latent, et le passage à l'acte, c'est-à-dire à partir du moment où une conduite agressive va se manifester essentiellement, vous l'avez compris, j'espère vous l'avoir fait comprendre, par une violence physique. Hein. Mais ceci n'exclut pas le fait que, on va le voir, le problème, c'est ce que nous avions décrit avec Jean Guilaine dans Le Sentier de la guerre, ceci n'exclut pas également les violences morales, les violences psychologiques, hein, les lavages de cerveau, les personnes d'ailleurs qui sont, on peut être violent vis-à-vis d'une tierce personne ou d'un groupe, hein, par le fait de moyens qui ne sont pas forcément des blessures, des coups, hein, on dit que les mots blessent, c'est un peu ceci. Donc on verra qu'il y a des visages à la violence. Hein. Alors j'arrive maintenant au stade, après l'agression, l'agressivité, la violence physique, mais qui reste localisée. Maintenant la guerre. La guerre se définit comme un état de conflit armé entre plusieurs groupes claniques, tribaux, communautaires, ethniques et de nos jours politiques, étatiques, par des États. Et elle a de tout le temps passionné, d'ailleurs, il y a un livre qui a été écrit par un Chinois du 6e siècle avant, un stratège avant notre ère, je ne sais plus quelle dynastie, Sun Tzu, Sizu, la prononciation est très délicate, c'est en idéogramme chinois, et on le dit, mais c'est vrai, les stratèges japonais, notamment de la Deuxième Guerre mondiale, l'attaque de Pearl Harbor, les écoles de guerre japonaises, c'était depuis l'ère Meiji, qui est inaugurée en 1880, le Japon moderne, continuaient de lire les enseignements de Sun Tzu. On dit même que beaucoup de stratèges des pays belligérants suivent ces manuels on pourrait dire, de ce tacticien chinois. Il y a également un nom qu'on cite beaucoup quand on parle de la guerre historique, avec ses prolongements, ses racines préhistoriques, c'est celui de von Clausewitz, qui était un général prussien qui, après l'effondrement de Napoléon, et donc son exil sur l'île de Sainte-Hélène, a écrit un traité de la guerre, qui s'appelle
de la guerre qui fait autorité. Et c'est lui qui a dit, notamment avec le cynisme propre aux polémologues, aux historiens, la guerre est une autre façon de poursuivre l'action diplomatique. Voilà. Et à l'heure actuelle, si vous voulez, en bibliographie, je l'ajouterai, il y a un polémologue américain qui fait autorité, qui a écrit des œuvres dont je vais tout à l'heure reparler, Victor David Hanson, qui est un historien californien, qui lui a étudié surtout les conflits et a montré que dans tous les conflits, on prend de nouveau par exemple l'Ukraine, pour citer le conflit un des plus actuels, contemporains, ce sont deux attaques frontales, hein, ce sont des bombardiers B-17 américains, forteresses volantes, partant vers l'Allemagne et rencontrant des nuées de Messerschmitt allemands, de Focke-Wulf, qui viennent à leur rencontre. Les phalanges grecques, lors de la guerre de l'Antiquité, Athènes contre Sparte, c'est toujours un choc frontal. Hein. Au cinéma, les péplums, on voit toujours les phalanges macédoniennes contre les troupes du roi Darius, des rois perses, qui s'affrontent dans ce choc. La guerre est un fait historique magnifié par l'écriture, superbement analysé par l'historien grec Thucydide, qui a écrit la guerre du Péloponnèse. Elle impose toutefois un effectif, des tactiques, des stratégies, un armement, des rituels. Beaucoup d'historiens de la guerre pensent que les chasses collectives de l'Antiquité font partie des racines de la guerre. Si vous avez vu ce film magnifique, et par avec et de Kevin Costner, l'attaque des bisons là, dans la grande prairie, les grandes plaines, par les Indiens Sioux, Oglala, c'est un peu une sorte de le gibier traqué, la chasse, les flèches, les armes, les arcs. Tout ceci évoque des conflits locaux, en l'occurrence entre une espèce prédatrice, les Amérindiens des plaines, et une espèce chassée, le bison. Donc après ces préludes, hein, donc voilà ici la chasse mobilisée. Là je prenais un exemple, c'est très éloigné, mais je le fais par petites touches. Hein. C'est un tableau qui date vraiment du Xe siècle. C'est après la bataille d'Azincourt pendant la guerre de 100 ans. C'est la première fois. Les Anglais font entrer dans ce choc frontal avec la fine fleur de la chevalerie française qui va perdre des milliers de seigneurs, de nobles qui sont à cheval, et les Anglais, enfin, certains disent, oui, vous n'avez pas digéré Fontenoy, vous n'avez pas... On fait donner 6000 archers gallois, et l'arc était considéré comme une arme de chasse, de manant, et on ne pouvait pas se poser à Azincourt. Là, nous sommes dit en France, on est toujours en retard d'une guerre, que les Anglais puissent mobiliser 6000 archers gallois avec leur grand arc de 2 mètres de long qui tiraient 6 flèches à la minute. Et donc ça a été on voit l'air abattu donc de cette armée française, et donc une des défaites comme Crécy, comme les 4 ou 5 défaites qui ont marqué au début donc disons le recul des armées françaises médiévales vis-à-vis de l'anglois. Là, après, voilà, toujours au niveau des guerres, la stratégie, on en finit après, on va parler de la mécanisation. Hein. Alors, il y a, selon moi, après, pour aborder le vif du sujet, donc se plonger dans les racines de la préhistoire, il y a une utilisation abusive des pionniers de la préhistoire. Je vous rappelle que la préhistoire, j'ai fait un petit aparté, c'est une science qui est née dans l'Aude. On parle, on n'a pas, mais beaucoup de doigts, mais c'est peut-être parce qu'on n'enseigne pas, ne savent pas que c'est un jeune pharmacien de Narbonne qui était membre de la commission archéologique du Narbonnais, de la société d'archéologie qui existe toujours, qui en 1827, ses parents avaient des vignes à Bise-Minervois, dans le Minervois, il y avait des cavernes, il les a fouillées, et il a publié donc cet article, ça va faire le bicentenaire donc, de la naissance de la préhistoire, c'est pour dans 3 ans, il y aura de grandes cérémonies à Narbonne, 2027, il a trouvé la concomitance de silex taillés d'animaux disparus. Hein. Donc, mais les préhistoriens anciens, les pionniers, parlaient de cannibalisme, de sacrifice humain et de guerre dans la préhistoire. Mais le terme de guerre, pour des raisons d'effectifs, de stratégie, n'est pas approprié, c'est une usurpation. Ce que l'on parle, ce dont on va parler, c'est la violence interpersonnelle, ou alors, c'est-à-dire entre 2 individus, 2 groupes, hein, ou alors une violence, mais en général, on va voir les affrontements, les massacres dont on va retrouver les restes archéologiques, ne concernaient que quelques dizaines, quelques centaines d'individus, hein, pas de stratégie, et donc on ne peut pas parler de guerre dans la préhistoire.
cite un aparté, mais qui a son importance. Hein. Voilà cette violence interpersonnelle magnifiée depuis l'histoire, hein, la violence collective, le pendant de la guerre historique avec des effectifs toujours limités. Là, on voit les reproductions. L'archéologie, ce ne sont pas que des os, des armes, mais c'est également des représentations. Hein. On va voir que beaucoup de grottes ornées comportent peut-être pour le néolithique, des périodes plus récentes, des scènes de guerre, d'affrontement, enfin de guerre, pardonnez-moi, je me renie moi-même, d'affrontement, qui sont spectaculaires et qui désignent bien, qui montrent bien qu'il y a des violences collectives armées. Hein, comme ici cette gravure qui provient du Sahara, du Tassili Nadjer, où on voit des guerriers on voit des arcs, on voit les armes, et c'est très intéressant. Et sans oublier les autres visages de la violence, ce que nous avons développé avec Jean Guilaine, parce qu'en 2001, avec lui, nous avons eu l'honneur, pour le Sentier de la Guerre, d'être un des derniers invités de Bouillon de Culture de Bernard Pivot, qui malheureusement nous a quittés. C'était le 10 janvier 2001, et il avait été sensible au fait que nous parlions de guerre, de violence, de guerre historique, violence préhistorique, mais également les autres visages dont on va voir qu'ils existent déjà, les génocides, je n'ai pas besoin d'insister malheureusement sur ce mot, les captivités, les déportations, les mutilations, l'esclavagisme, le viol, les rites initiatiques, les sacrifices humains. Donc vous voyez, c'est ce phénomène, non seulement on se plonge dans les origines de la violence humaine, ses racines, son expressivité, mais également ses visages, qui sont plurifactoriels. Hein. Alors, le cadre de notre étude, dans le temps, hein, rapidement, ça je passe parce que beaucoup de conférenciers illustres sont venus vous expliquer, dans le temps, la préhistoire humaine, stricto sensu, commence avec les préhominiens, 7 millions d'années. Hein. Bon, il y a des genres paléontologiques, l'Australopithèque avec Lucie est un peu mieux connu. Mais là, ce sont des présominiens. Encore notre genre, Homo, H-O-M-O, n'est pas apparu encore. Hein. Il n'apparaît qu'il y a 2-5 millions d'années en Afrique. Et se continue parce que nous sommes une des espèces de ce genre, c'est-à-dire le Homo sapiens, donc littéralement l'homme intelligent. Donc quelques schémas. Voilà. L'espace, alors c'est toujours l'Afrique, hein. Tout part de l'Afrique et notamment de ce qu'on appelle, il y a, pour ceux d'entre vous qui connaissent le continent africain, qui ont voyagé, pour des raisons de tectonique, hein, je vous renvoie à la tectonique des plaques de Wegener, de l'allemand Wegener. Il y a une immense faille qui suit le pourtour de l'océan Indien sur la droite, qui part du nord, hein, pratiquement c'est même au-delà de la mer Rouge, cette faille, la vallée du Jourdain, dont on parle beaucoup malheureusement en ce moment, et qui descend jusqu'en Afrique du Sud. Hein. Et c'est là que l'humanité, notre genre Homo, dans la vallée notamment, c'est très drôle, en Éthiopie, les premiers restes, la vallée de l'Homo, OMO, ceux peut-être d'entre vous qui ont voyagé en Éthiopie, il y a toujours à la visite du musée d'Addis Abeba, où il y a les premiers exemplaires, notamment c'est là où également est conservé Lucie, mais qui est un australopithèque plus ancien, et les préhumains, ou les premiers humains, du Homo, ont adoré cette faille, parce qu'en même temps, c'est également un piège à sédiments, donc un piège à ossements. Hein. Voilà, donc ça c'est le cas dans l'espace. Alors, rapidement, il y a 2 millions d'années, le Homo habilis, la première espèce, a franchi l'Afrique, est sorti d'Afrique, c'est l'hypothèse Out of Africa, un très beau film hein, de Sidney Pollack avec Robert Redford et Meryl Streep. Et également, c'est le regretté Yves Coppens, paléontologue prestigieux, qui nous a quittés il y a quelques années, qui est cette hypothèse. Donc, les humains, les premiers humains, se sont échappés et, comme toujours, à un croisement, beaucoup sont partis à droite, donc vers l'Eurasie, puis vers l'Asie, on a atteint vers l'Australie même, et en Chine on donnait le fameux pithécanthrope ou le synanthrope, et d'autres ont bifurqué vers l'Europe en passant par le Caucase. Hein. Et à l'heure actuelle, les premiers Homo, du genre Homo, se trouvent en Géorgie, sur le site de Damnasie. On a donné naturellement, ça, ce sont les ex-républiques, on comprend, ex-soviétiques qui ont un petit côté nationalisme, mais enfin tout le monde l'est à ce moment-là, qui ont appelé cet Homo, vieux de presque moins 8 millions d'années, Homo georgicus. Bon.
Voilà. Et après, Homo sapiens, lui, par contre, il y a 300 000 ans, part toujours de l'Afrique, et lui va suivre le chemin, je passe des millions d'années qui sont peu intéressantes, hein, va suivre également la voie vers la gauche, toujours la même, vers l'est, et arriver jusqu'en Australie. Les aborigènes sont là à moins 60 000, moins 50 000 avant notre ère. Et en Europe, maintenant, on était encore, quand j'ai commencé la préhistoire, on parlait des premiers Homo sapiens, donc notre espèce, c'était il y a 30 000 ans, maintenant on est à 45 000 ans. Si vous adorez les nougats, vous allez à Montélimar. Il y a, près de Montélimar, il y a une grotte célèbre, la grotte Mandrin, parce que vous savez, le noble bandit, le Robin des Bois du XVIIIe siècle, le bandit Mandrin, une fois après perpétré ces braquages à l'époque, ces attaques, ces détournements de fonds, se réfugient dans cette grotte. Et là, on a trouvé de l'Homo sapiens à moins 45 000 ans. Naturellement, les communautés de préhistoriens n'ont pas cru, et puis les datations ont fait que donc, ça, ce sont vraiment l'arrivée, l'Eurasie en tout cas qui nous concerne, ce peuple il y a à peu près quelques dizaines de milliers d'années. Hein. Alors les méthodes, alors comment va-t-on faire pour voir la violence? Il y a tout d'abord l'éthologie, nos cousins primates, parce que malheureusement, c'est ce qu'on sait, on parle beaucoup, c'est vrai, mesdames, des scientifiques, une scientifique prestigieuse, Jane Goodall, qui est la première femme au monde, britannique, à l'âge de 20 ans, qui a décidé de partir en Tanzanie et d'étudier les chimpanzés dans leur milieu naturel. Elle est devenue une primatologue de renommée. Elle est toujours, maintenant, elle a 85 ans, et elle a étudié ça, et elle était sidérée. Les singes, pour nous, c'était la guenon, Cheetah, Tarzan et Johnny Weissmuller, mais elle a découvert que les chiens, les chimpanzés, même maintenant, étaient capables d'agressivité, de groupe. Ils font même ce que les Américains appellent des gang parties, c'est-à-dire que quand un jeune chimpanzé d'un clan adverse pénètre dans le territoire, automatiquement les jeunes chimpanzés se précipitent sur lui et vont jusqu'à le tuer. Et elle relate, elle a étudié pendant 4 ans, entre 2 ravins, distance de 10 km, une guerre, donc je dis guerre, mais des affrontements, qui ont conduit au bout de 4 ans à la destruction on pourrait dire, de groupes de singes qui étaient au départ forts de à peu près une centaine d'individus, avec des petites familles, parce que c'est autour d'un mâle dominant, un mâle alpha comme chez les loups. Et bien, au bout de 4 ans, il y avait 200 chiens qui avaient disparu, qui s'étaient décimés. Donc ça, c'était le comportement pour les éthologues, ceux qui s'intéressent au comportement humain, les racines de la violence. Psychologie, c'est très important. La paléontologie humaine, alors voilà, on traque les fossiles, hein, on retrouve des os, mais ça c'est valable pour toutes les périodes de la préhistoire humaine, mais également l'étude des habitats, des sépultures, où on trouve beaucoup disons, de restes avec des blessures, des fosses de massacre, et puis les armes également, vous voyez là. Donc ici en haut à gauche, une sépulture, beaucoup de sépultures comportent des os avec des flèches, des scènes encore une fois, là on voit, certainement on va le retrouver, des affrontements entre groupes, peut-être avec des vols, des sombres histoires de vols, en général chez les humains de toute la planète. Pardonnez-moi mesdames, c'est des vols de femmes, d'épouses, mais Rome s'est fait avec l'enlèvement des Sabines par les Romains du Latium, hein, ou de troupeaux, c'est toujours une histoire au départ de compétition. Hein. Alors on retrouve également parfois, très rare, hein, dans les tourbières du Nord, il y a des corps qui sont confits, comme quand on met des pruneaux dans de l'alcool, et on trouve et là vous voyez ce sujet, qui a été trouvé dans une tourbière d'Allemagne. Il y a une corde, il a été pendu et jeté, c'est daté à peu près à moins 1500 avant notre ère, c'est la fin de l'âge du bronze. Hein. Et alors après l'étude des armes, hein, alors il y a d'autres méthodes, l'ethnologie, la paléontologie, l'ethnoarchéologie, qui nous permettent l'histoire bien sûr, et puis également la neurophysiologie et la neuropsychiatrie qui apportent beaucoup, on va le voir tout de suite, pour comprendre pourquoi ce phénomène de folie. Hein. Alors notamment le syndrome d'Hubris. D'Hubris, c'est l'orgueil, c'est l'exemple terrible pendant la guerre de Troie, les Grecs anciens de l'époque classique de la guerre de Troie, archaïque,
avaient pour les rites sacrés, les rites funéraires, une dévotion. Celui qui les transgressait était vraiment considéré comme un maudit. Et on lui envoyait un châtiment, les Érénies, qui étaient ces 3 déesses de la mort, qui le vengeaient, qui le déchiraient. Et la plus célèbre de ces Érénies, vous savez peut-être, si vous adorez toujours la mythologie, s'appelait Mégère. Vous voyez, donc il y a les 2 autres dont j'ai oublié le nom. Et donc là, cet épisode de la guerre de Troie, relaté par Homère, c'est Achille, qui était un personnage très violent, qui tue Hector en combat, mais au lieu de lui faire une sépulture, traîne devant les remparts de Troie, et notamment le père d'Hector, Paris, le vieux roi Paris, là, et traîne son cadavre sans sépulture. Et ça, c'était les Grecs anciens ont baptisé la folie, enfin la meurtrière, en même temps l'orgueil démesuré, l'hubris. Vous avez également, on retrouve des racines, le syndrome de Médée, malheureusement très fréquent, c'est la mère et parfois le père qui tue à la suite d'une séparation, tue les enfants survivants. Médée était une magicienne, Jason des Argonautes l'a épousée, ils ont vécu, et Jason malheureusement a convolé en secret un adultère avec une tierce personne, d'ailleurs que Médée, qui était magicienne, a fait mourir en lui jetant une cape emplie de poison, et d'autre part, pour se venger de Jason, a tué leurs 2 enfants. C'est des phénomènes. Et là aussi c'est intéressant, parce que malheureusement, par exemple chez les lions, les groupes de lions, un mâle dominant et des lionnes, très souvent la lionne enfante, en général c'est 2-3 lionceaux. Et dès que les lionceaux sont nés, le monsieur mâle lion tue les enfants. Parce que cette femelle qui va allaiter ses petits ne va pas être disponible à son bon plaisir. Donc très souvent, les éthologues font des travaux extraordinaires avec naturellement, même par satellite, on peut suivre les déplacements. La lionne préfère s'enfuir avec ses 2 ou 3 lionceaux de façon à se prémunir. Et si vous voulez, dans ces problèmes, après là on dépasse la violence préhistorique, mais c'est pour vous montrer le lien qu'il y a. C'est que souvent dans les meurtres d'enfants, par exemple, c'est dans un couple recomposé, le père ou la mère fait des actes de violence vis-à-vis des enfants qui ne sont pas du lit. Ça trouve également ses racines dans tout ceci suit, en fin de compte, une progression, on pourrait dire, évolutive. Alors voilà, je parlais de l'histoire, il y a également les historiens, je cite toujours les travaux de Élie Barnavi, dit Thèse sur la guerre, parce qu'il les démontre bien. Un peu également, un peu de curiosité d'histoire, ce tableau est très célèbre, c'est le grand professeur Charcot, vous savez, c'est le papa de le commandant du Pourquoi pas, qui va mourir dans les glaces du pôle Nord. Son fils ne voulait pas. Et Charcot est le père de la psychiatrie. Ça a été un des mentors de Sigmund Freud, d'ailleurs. Et là, il y a une scène célèbre parce qu'il décrit l'hystérie. Et pour lui, déjà, il y a, pardonnez-moi, un côté machiste, c'est que pour lui, l'hystérie, d'après, c'est purement féminin, ça vient de l'hystère de l'utérus. Et d'autre part, ça entraîne des conduites psychiatriques de violence. Alors après, voilà la paléopathologie dont je vous parlais, un sujet ici avec une armature de flèches en os qui date de moins de 10 000 ans. Il y a aussi, également, on peut radiographier les crânes. Ça, c'est ce qu'on appelle la paléoradiologie, la radiologie des vieux os, dont votre serviteur est devenu un petit spécialiste dans le monde entier. Nous nous réunissons et nous présentons donc les moyens d'études par scanner même, et c'est très émouvant parce qu'il m'est arrivé d'être convoqué à Paris à l'Institut de paléontologie humaine et d'aider à scanographier, radiographier des squelettes prestigieux de la paléontologie. Et là, une photo, c'est maintenant un hommage à mon ami Philippe Charlier, que vous connaissez, c'est lui qui est spécialiste dans l'analyse anthropologique des squelettes anciens, Henri IV, Agnès Sorel, comme ça. Et à l'heure actuelle, il est directeur scientifique au musée du Quai Branly, donc au musée des Arts Premiers, et en même temps, là, prochainement, aux éditions Michalon, je dois publier un ouvrage sur la préhistoire des maladies, dont je parle un peu de ceci, et c'est Philippe Charlier donc, qui préfacera. C'est un hommage à un ami. Alors, les résultats. Alors, je passe rapidement, donc, ce que j'appelle les prolégomènes. Finalement, pendant 2 millions d'années, il n'y a presque rien. Les os sont très rares. Je vous rappelle que si on mettait tous les os prestigieux de la paléontologie humaine, ça se tiendrait sur quelques tables. Et les paléontologues font beaucoup de choses avec très peu. C'était comme, souvenez, Cuvier, le père de la paléontologie humaine, qui à partir d'un os d'un membre inférieur, de l'Hyparion, qu'il avait trouvé dans les carrières de gypse de Paris, reconstruisait l'animal.
Alors là, il y a également une des causes d'origine de la violence. J'ai choisi ce schéma qui est un peu idyllique, un peu naïf, très subjectif. C'est qu'au début, les préhominiens étaient charognards, c'est l'hypothèse de l'homme charognard avant d'être chasseur, et se disputaient donc, au sein d'un écosystème avec d'autres espèces prédatrices. Vous voyez, on voit des hyènes tachetées, là il y a d'autres animaux, un qui s'enfuit, de carnivores, et donc des proies abandonnées par les prédateurs, les lions, les hyènes ou les loups de prairie, les lycaons, et l'homme premier, l'australopithèque ou les préhominiens, était en concurrence. Hein, c'est une des origines certainement de cette compétitivité. Au paléolithique, rapidement, le genre homo apparaît. Alors le très ancien paléolithique, après il y a le paléolithique inférieur, le paléolithique moyen, ça c'est l'homme de Néandertal, je passe rapidement. Le paléolithique supérieur, un peu de cocorico, vous remarquez Abbeville, Saint-Aquel, le Moustier, le Aurignac, le Solutré, la Madeleine. La préhistoire est une science qui est née en France, quoi qu'en disent les Britanniques, qui aussi ont aidé, mais tous les sites, toutes les cultures, les civilisations portent des noms surtout les plus importantes, des noms de sites français, cocorico. Hein. Voilà. Alors, à l'ancien, là, pratiquement, il n'y a rien, la violence pour le moment, mais on ne sait pas trop parce qu'il y a très peu de choses. D'autre part, c'est ce que disait Bernard van der Mesch, qui était un de mes maîtres, de mes mentors, qui était un grand paléontologiste, qui a fait notamment les hommes fossiles de Kafzé, qui sont sur le territoire actuel d'Israël, dans la grotte de Kafzé, c'est qu'il n'y avait pas de pratique de sépulture. Donc c'est des pratiques mortuaires, mais on ne sait pas si elles existaient, mais c'était un peu comme les animaux, c'était abandonné. Donc on a très peu de choses. Hein. Et par contre, on commence la première. Alors là, on se rapproche. Atapuerca, c'est le. Je regardais, il y a une série, je suis tombé dans le monde des séries avec les Covid, et il y en a pas mal, au point de vue historique, c'est l'histoire du site, donc de Rodrigue, dans la pièce de Corneille, et qui était de Bibar, du village, donc Rodrigo, le site Campeador, le site champion, et c'est tout près d'Atapuerca. Et là, il y a un gisement exceptionnel, et on a trouvé d'ailleurs une espèce d'homo, Homo antecessor, et il y a à peu près dans une fosse 25 ou 28 squelettes qui sont démembrés de sujets qui ont été jetés. Mais on pense qu'ils ont été jetés là de manière votive. Hein. Et dans un autre site à côté, qui s'appelle la Cima de los Huesos, je ne sais pas, malheureusement, je ne parle pas le castillan, donc littéralement la grotte des os, il y a des traces de cannibalisme dont on va reparler. Je regarde comment ça va. Alors, à Tautavel, là voilà justement ce qu'il y a, c'est qu'on ne trouve pas d'os dans les sépultures. Tautavel tout près, visitez ce magnifique musée. Puis si vous avez l'occasion, il y a également le musée néolithique de Bélesta, la frontière, hein, pas Bélesta en Lauragais ou Bélesta en Ariège. Et l'homme de Tautavel, il a été trouvé dans un foyer alimentaire, et certainement c'est une trace de cannibalisme. Alors là, tous les paléontologues, les spécialistes, paléopathologistes s'accordent. La première trace de violence archéologique, c'est ce crâne qui vient de Chine, qui date de 150 000 ans dans la grotte de Mahaba, qui se situe dans la province, je l'ai fait pour de Guangdong, une ville maintenant, la ville, le chef de la province fait 10 millions d'habitants, hein, parce que la Chine c'est 3 milliards d'êtres humains, donc là-bas les petites villes c'est 10 millions, les grandes villes 15, 20. Et donc il y a une trace des pieux, vous voyez très bien cette perforation, elle est considérée comme la plus ancienne trace de violence, mais là, attention, archéologiquement visible, hein, ce qui ne veut pas dire... Hein, vous avez notamment nos amis américains, c'est toujours le plus vieux, the oldest, le plus grand, the biggest, la plus grande, le plus vieux, on a trouvé le plus vieux. Non, c'est le plus vieux trouvable, mais rien ne dit qu'il n'y a pas avant. Ça, c'est une des grandes lois de l'archéologie. Hein. Alors, pour l'homme de Néandertal, là, on s'approche. Hein. L'homme de Néandertal, il a inventé la sépulture à moins de 100 000 ans sur le territoire actuel, d'ailleurs, le mont Carmel, Kafzé, donc d'Israël ou de Palestine. Malheureusement, avec ce qui se passe, il faut toujours être très prudent. Hein. Depuis 1917, la déclaration de Balfour, la création d'un foyer national juif en Palestine, le mandat britannique sur la Palestine mandataire, tandis que les Français avaient la Syrie et le Liban, après les accords de San Remo de 1920, sur les ruines de l'Empire ottoman, les limites sont floues. Mais quoi qu'il en soit, c'est là
sur les territoires actuels d'Israël, Mont Carmel, Kebara, grotte de Kavzé, où on trouve les premières sépultures de l'humanité. Un corps a été déposé avec un rituel, parfois des objets votifs. Et les Néandertaliens et les Homo sapiens se sont d'ailleurs hybridés, se sont mariés. Maintenant, on sait qu'avec la génétique, on peut le faire. Et on fait ces sépultures. Alors, c'est intéressant parce qu'on peut voir déjà des traces de violence. Et ce qui apparaît partout pour les Néandertaliens, dont on parle beaucoup comme ça, c'est que le cannibalisme est omniprésent. Alors il pose deux problèmes, parce que ça fait partie de la violence. Soit il est exogène, on le rencontrait encore il y a quelques années en Papouasie, Nouvelle-Guinée, c'est une tradition donc paléolithique, c'est-à-dire que donc on poursuit un ennemi, un clan, mais le fait de manger cet ennemi, donc en dehors du clan, exogène, ça peut être également pour s'approprier ses vertus guerrières, une sorte le cannibalisme est vu par beaucoup d'ethnologues comme une sorte de vénération, et justement on mange le cerveau, et le cœur, les organes nobles, pour s'approprier les forces viriles. Pour la petite histoire, malheureusement, la Papouasie-Nouvelle-Guinée a été décimée par une maladie, vous vous souvenez, la vache folle, une sorte d'encéphalopathie spongieuse bovine, mais là humaine, parce que le crâne, ces cerveaux mangés, des ennemis tués au combat, contenaient des virus. Et donc il y a eu une maladie qui a été décrite par des médecins hollandais et britanniques au niveau des Nouvelles-Hébrides, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il y avait une partition des mandats. Ils se sont aperçus que c'est une maladie donc qui est déclenchée par le cannibalisme. Quoi qu'il en soit, si on va en Croatie, à Zagreb, il y a une source très importante de gisements de Néandertaliens, et tous les individus, par exemple de la grotte de Krapina, où il y a les restes de 62 Néandertaliens, portent des traces de découpe, de chair. On a mangé les chairs, il y a eu un cannibalisme. Alors on ne sait pas s'il est exogène ou endogène à l'intérieur du clan. On peut aussi également, cette expression manger le mort, vous connaissez, quand on venait de très loin, on restait, après la cérémonie, on mangeait, on donnait à manger, mais c'est une tradition, on dit, Georges Brassens dans De Joyeuses Funérailles parle dans cette chanson, mais également on pouvait consommer l'ancêtre par signe de dévotion. Et certains pensent, dont je suis également, c'était la quête de protéines. Il n'y en avait pas beaucoup parfois pendant les périodes froides, l'hiver, il y avait des glaciations. Et donc le cannibalisme endogène peut également apporter, je ne vous renvoie pas, tout le monde a lu le roman des survivants, cette équipe de rugby. Dont l'avion s'est écrasé dans les Andes. Il y a le radeau de la Méduse, le tableau de Jéricho au Louvre. Il y a eu des cas de cannibalisme forcé. Mais pour Néandertal, voilà, on voit ces traces-là. Bon, c'est pas très précis, mais les crânes, notamment, on prend le scalp, on découpe la face, et puis sur les os, avec du silex, on voit des traces de découpe qui montrent que l'individu a été consommé. Il y a donc plusieurs sites, à Toudavel, on a parlé du crâne, à Moulaguercy, qui est en Ardèche, il y a également des zones néandertaliens. Si vous allez à Montpellier, il y a la grotte de l'Ortus, qu'on voit de très loin de l'autoroute, qu'Henri de Lumley de Hondieur, grand préhistorien, a fouillé dans les années 60, et c'est son épouse Marie-Antoinette de Lumley, qui a été d'ailleurs mon mentor en paléopathologie, parce qu'elle était spécialisée dans les maladies des hommes anciens. Il y a des restes de Néandertaliens, mais ils sont dans les habitats, ils ont été consommés, l'anthropophagie était généralisée. Alors, c'est à la limite du sujet, violence concertée, culte funéraire, besoin nutritionnel, vengeance, c'est très flou, mais ça demande... voilà. Alors, un exemple en même temps, on arrivera presque vers plus de la moitié de l'exposé. Je le cite toujours parce que c'est romantique. Il y a un cas de cannibalisme, et notamment on mangeait la cervelle, vous voyez déjà. Ici, ce crâne, c'est un crâne de néandertalien qui a été trouvé au Mont Circé, près de Rome. Et il a été trouvé, petite histoire, un peu d'anecdote pour oublier, parce que c'est pas très gai, alors j'essaie donc de la réinventer, mais cette anecdote me plaît beaucoup, ces petites anecdotes de la préhistoire. Elle a été fouillée par un préhistorien italien qui malheureusement a été oublié parce qu'il était proche donc des dirigeants de Mussolini. D'ailleurs, il a fait partie de ça, si vous allez en Italie, sur
Mussolini a été tué sur le bord du lac de Comme, hein, et la République de Salo, j'étais sous le lac de Garde qui se trouve sur le bord, c'est un endroit magnifique. Donc c'est le baron Alberto Camillo Blanc était préhistorien, en même temps il a été un peu oublié. Et il s'est marié sur le tard avec une comtesse italienne qui était elle-même une cousine éloignée de Gabriele D'Annunzio, le poète, donc lié aussi, qui était prêt. Il y avait là également dans la bande Curzio Malaparte qui a écrit La Peau. Et donc des intellectuels qui se piquaient d'archéologie de préhistoire. Et il avait une magnifique résidence à 80 km de Rome, au Mont Circé, quand on va sur la route de Napoli, dont mes origines ancestrales. Et là, c'est la nuit de noces, et naturellement, il a quelques ouvriers, quelques collaborateurs qui font des fouilles dans une grotte pour lui. Et le lendemain de ce mariage très romantique, les ouvriers viennent monsieur le baron venait en trouver des vieux os. Et là, il appelle son épouse, il rentre et il découvre effectivement ce crâne qui avait été découpé pour prendre de néandertalien daté à moins 50 000 à peu près. Hein. Donc c'est les néandertaliens classiques parce qu'il y a des vieux néandertaliens, des jeunes néandertaliens qui ont disparu à moins 28 000, moins 30 000 avant notre ère. Quand Homo sapiens est arrivé, on pense qu'il a joué, on en reparlera juste maintenant. Et ce crâne était posé sur un pieu, enfin de pierre comme ça, il était posé vraiment, il doit avoir peut-être un culte. Hein. Et donc c'est le plus beau cadeau, il a dit à son épouse, sa jeune épouse, qui était bien plus jeune que lui, c'est un cadeau vraiment de nuit de noces pour un préhistorien, de trouver d'abord un crâne de Néandertal, qui n'est pas, on en connaît, il y a une cinquantaine de sépultures néandertaliennes pour toute l'Eurasie, parce qu'ils ne sont pas allés le Nouveau Monde, ni vers l'Asie la plus extrême, et il y a à peu près 100 individus connus, donc c'était vraiment avec ces traces de... Alors maintenant, après, beaucoup pensent que c'était une mise en scène, qu'il avait une sorte de cadeau de mariage qu'il avait organisé pour sa promise, voilà, c'est une petite anecdote pour essayer d'oublier... Alors voilà, alors que Néandertal est l'auteur présumé des premières sépultures, on retrouve dans pratiquement tous ces habitats en grotte des traces avérées de cannibalisme. Hein. Alors là on arrive voilà, à la fin de le paléolithique supérieur. Alors là, Homo sapiens, donc il commence moins 35 000, moins 45 000 du moins en Europe. Hein. Et là, on dit, pardonnez-moi, j'ai obligé, j'ai mal agrandi là. Mais je le lis, disons, c'est le cerveau de l'homme de Cro-Magnon, c'est pareil, si vous allez aux Hésites de Taillac, magnifique petit village près de Sarlat, dans le Périgord, on sait à peu près, notre cerveau contient 80 milliards de neurones. Hein. On en perd tous les jours à peu près 100 000, au fur et à mesure qu'on... Mais ne vous inquiétez pas, parce que plus on vieillit, plus de neurones, il y en a moins, on devient encore meilleur, parce que ça s'arborise, hein, des connexions. Si vous faites comme moi tout le matin des mots fléchés au niveau du calcul, et surtout si vous oubliez le nom d'un ami, d'un film, d'un roman, ne regardez pas sur Internet, laissez votre cerveau, il vous le retrouvez. Ça arborise les neurones. Hein. Et bon, petite note médicale. Hein. Moi, je prends des oméga 3 aussi. Bon, ça, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Il faut les prendre le soir parce que c'est la nuit. L'arborisation se fait, les chaînes d'oméga 3 en tournent en neurones. Quoi qu'il en soit, cet Homo sapiens, c'est nous. C'est le même. Hein. Et malheureusement, la mauvaise nouvelle, c'est que dès qu'il arrive, la violence pas va se déchaîner, mais va apparaître sous un été. Voilà. C'est pour moi ce que j'appelle la période clé de la naissance de la violence. Il faut dire adieu, pardonnez-moi de ces périodes, de ces mots cyniques, cruels, il faut dire adieu au mythe du mot sauvage. Hein. Un peu d'histoire, vous savez, c'est Jean-Jacques Rousseau, les siècles des Lumières, mais Voltaire, Diderot, les encyclopédistes ne connaissaient pas la préhistoire, ça n'existait pas, la paléontologie, la génétique n'existait pas. À l'époque, au début, sous Napoléon, les scientifiques les plus imitants, même Cuvier, pensaient que la Terre avait quelques dizaines de milliers d'existences. On ne parle pas maintenant de 4,5 milliards d'années. Donc tout ça a été télescopé. Et donc la tradition du siècle des Lumières, que je respecte, hein, post-humaniste, stipule que le sauvage, l'homme originel, le roman de Chateaubriand, Atala le dit, est un homme bon. Et c'est la civilisation, la culture, qui va le faire passer de l'état sauvage à l'état barbare, puis à l'état civilisé, mais elle va lui apporter la violence, toutes les déviations.
Et naturellement, je le dis sans aucun clivage, c'est l'argument que prendront par exemple Engels, Marx, les historiens, les théoriciens marxistes. Ils auraient pris, c'est la consommation, donc c'est les classes, en fin de compte la stratification sociale, qui va rendre l'homme violent. Mais malheureusement, je pense que cette idée, c'est ce qu'on appelle l'idée des colombes par rapport au faucon, qui vaut comme Hobbes, celui qui a dit que l'homme était un loup pour l'homme, hein, le livre à science, ce livre qu'il faut avoir lu, qui est difficile à lire, mais qui dit bien, l'homme, je pense, on va le voir, est fondamentalement violent à cause de cette violence génétique, hormonale et innée, hein, de prédateurs. Bon, avec naturellement, rassurez-vous, il y a le collectif et l'individuel. Hein. Alors cette violence, elle s'exerce d'abord contre les animaux, les écocides, on pense que les mammouths ont disparu, surchassés, trop chassés au Paléolithique. Les derniers se sont réfugiés du côté au nord de l'actuelle Russie, en Sibérie, comme il y a un recul des glaces, donc on découvre des mammouths. Et en plus, également, contre la nature, les paléolithiques, même maintenant les sartages, on met le feu aux fourrés, le gibier s'en va, donc c'est facile les troubles environnementaux. Je vous conseille la lecture d'un ouvrage, c'est une brève histoire de la destruction de la planète de Brosweimer, qui est un Américain d'origine d'Hawaï, des îles d'Honolulu, et qui a étudié les effets donc, de la disparition des espèces aux États-Unis. Après, il a fait sa thèse à Harvard, donc dans le Massachusetts, et également sur ces îles, notamment les îles de l'archipel Hawaï, de voir comment l'action destructrice, évidemment, c'est un sujet rebattu, que vous connaissez, les modifications climatiques, la disparition des espèces, mais ça date de l'arrivée du paléolithique supérieur. Hein, c'est quelque chose qui est très ancien. Contre, naturellement, alors là c'est tiré du film de Jean-Jacques Hano, qui est sujet à discussion, mais dont, pas dans la séquence historique ou préhistorique, mais ces affrontements. Et surtout, ce qui se passe, on est à peu près sûr maintenant que certainement Homo sapiens arrivant est entré en compétition avec Néandertal. Voilà une représentation, maintenant on peut faire 3D de ce que pouvait être un homme de Néandertal. Et pour certains, c'est la thèse d'Éric Picasse, qui est historien, le directeur de la revue Archéologia, Historia plutôt, pense que Homo sapiens aurait génocidé Néandertal. Certains pensent qu'il lui a amené également des germes, des maladies venues d'Afrique, parce que c'était un départ, je me dis d'Afrique, qui auraient contaminé Néandertal non préparé. Mais quoi qu'il en soit, quand apparaît Homo sapiens, il y a des signes de violence dont on va analyser, qui vont maintenant, après, aller en s'augmentant, en arrivant au fur et à mesure dans la fin de l'exposé. Alors, également pour vous, ce sont des travaux personnels, je suis heureux de les partager avec vous, des théories, et l'avenir nous dira, c'est que tous les auteurs en général, la préhistoire et même les penseurs, les philosophes ont imprégné la préhistoire française avec une culture humaniste de l'être. Ils parlent de facteurs sociaux, claniques, de tribus, de hiérarchies, de sociétés paléolithiques, qui pour moi est un terme abusif. Mais très peu, et je fais partie modestement de ceux qui pensent qu'avant tout la violence, il y a des causes génétiques, des causes neuro-hormonales. Notre cerveau, nous avons des circuits de la violence qui sont identifiés. Justement, vous avez certainement plusieurs d'entre vous passé des examens IRM. Bien, c'est une invention merveilleuse dans l'imagerie, quand elle est apparue en 1900, au début des années 80. Mais il y a aussi une IRM fonctionnelle. On injecte des produits et on soumet les individus. Par exemple, on leur montre, pour ceux qui sont gourmands, un Saint-Honoré ou du fromage. Il y a des zones cérébrales qui s'allument, qui traduisent les émotions. Et c'est des phénomènes de violence. Donc on va montrer à des individus, on va leur faire, j'ai participé à ces expériences, des films violents, on va leur faire écouter du hard rock, qui va de l'ACDC, donc qui va les exciter. Et on voit des zones qui s'allument. Et elles correspondent à des circuits, je ne rentre pas là, ça serait trop long, de ce qu'on appelle l'hippocampe amygdale. Quand il y a les neurophysiologies sont très fortes, des scènes de violence, ou chez des patients psychiatriques qui vont à des actes extrêmes, on peut doser hormonalement et on voit qu'il y a un support biologique. Et malheureusement, ce support biologique de l'agressivité, de la violence, il est génétique, il est inné, il est une partie intégrante de ceux d'entre vous, par exemple, qui ont voyagé en Indonésie, notamment sur l'île de Java et sur l'île de Lombok, moi à Bali, il y a une conduite de folie furieuse qui s'appelle amok.
c'est un thème A-M-O-K, un individu qui est frappé d'amour, peut-être a-t-il pris des substances, mais quoi qu'il en soit, ça peut venir spontanément, va prendre une arme et va tuer le maximum de personnes. Ça vous renvoie d'ailleurs à des phénomènes d'entrisme et justement de folie furieuse collective que l'on voit. Hein. Alors c'est vrai qu'il y a un élément, je ne rentrerai pas, psychiatrique, il peut y avoir d'autres motifs religieux, ainsi de suite, agressifs, mais je voudrais vous faire comprendre dans l'histoire de la violence, dans la préhistoire de la violence, de l'agressivité, de la guerre, on oublie toujours le fondement. Michel Onfray dit la philosophie c'est le corps, nous sommes des corps avant nous, il y a un corps mort après le décès, en principe il y a des conduites spirituelles on peut penser, mais il n'y a plus de vie, plus d'activité cérébrale, donc je pense que c'était malheureusement une erreur, un oubli, voire un péché idéologique de ne pas considérer ce côté fondamentalement agressif d'origine biologique, neurophysiologique, parfois génétique qui se transmet. Il y a des familles violentes, il y a, je me souviens dans les Corbières, le Val de Dagne, ma région merveilleuse, il y a chacun connaît des endroits des fermes où s'est passé des faits divers, mais oui, le grand-père était ainsi de suite, mais c'est vrai, il y a ainsi de suite, il y a des pays, après il y a le côté culturel, c'est vrai, je le dis, si vous avez lu les romans, vous savez, du caporal H, le sergent H, le lieutenant H et la série de films, là, j'ai oublié le nom de l'auteur allemand, l'après-guerre, c'est la culture prussienne, les aristocrates prussiens, les colonels, on prend l'exemple par exemple de von Rommel, le renard du désert, qui a fait le mur de l'Atlantique. Dans la culture prussienne, ce livre est terrifiant, La fabrique des officiers, on apprend le culte, c'est devenu la guerre une tradition. On retrouve ça au Japon, dans beaucoup de sociétés aussi médiévales, hein, mais au-delà de tous les auteurs, s'arrêtent à la culture, mais je pense qu'il y a derrière, si vous reteniez ceci, j'aurais apporté, j'espère ne pas avoir été ennuyeux, mais ce côté biologique, encore humain, neuronal, cérébral, il est très important. Alors, quelques livres, là, je fais en général, je le donne. Hein. Il y a ma consoeur Marilène Patou-Matisse, qui a longtemps fouillé dans les Corbières, qui a écrit, voilà, Préhistoire de la violence et de la guerre, qui fait... Mais elle, voilà, Marilène, mais elle est de tradition littéraire, elle a beaucoup voyagé en Afrique du Sud, dans le Botswana, étudiant les Dobekong du Kalahari. Elle voilà, les hypothèses, c'est socio-ethnologique. Elle ne croit pas, elle dit, et on a longtemps discuté, mais courtoisement, hein, l'homme est bon et c'est la société, l'argent, pardonnez-moi ce mot, je le dis non clivant, le capitalisme, ce qui est peut-être un peu vrai, qui corrompt l'homme au départ pur. Mais je n'y crois pas trop. Les préhistoriens américains, et Laurence Quillet également, lui prétend que nous étions moins violents au tout début. Donc c'est sous-entendu le bon sauvage, et maintenant nous sommes devenus des monstres. Ce qui peut-être, mais ça veut dire ces penseurs, sauf Marilène qui est préhistorien, Laurence Quillet est un ethnologue, il n'a jamais fait le fouille archéologique, et puis il ne voit la violence que des lésions que l'on va étudier, mais il ne voit pas ce que la violence, toute la violence ne s'inscrit pas quelqu'un qui a été violé, torturé, et ses os ne portent pas ceci, qui a été étranglé, égorgé, il n'y a aucune trace. Donc c'est une façon de reconnaissance, c'est très difficile. Alors il y a un archéologue qui malheureusement est mort très jeune dans un accident de voiture, après être sorti d'une rixe, ce qui est quand même le comble, Pierre Classe, qui justement a été un des premiers en France à argumenter là-dessus. Hein. Alors je disais, mais ça je passe rapidement, le sentier de la guerre, on n'a pas abordé notre côté, le côté, Jean Guilaine, lui, était plutôt archéologue, on n'a pas abordé le côté neurophysiologique, hein. Et dans ce que je compte faire, dans cet ouvrage à paraître, c'est un autre, c'est justement de voir ces racines biologiques de la violence. Hein. Alors ce qui apparaît avec Homo sapiens, c'est les armes, hein, vous voyez. C'est-à-dire que l'Homo sapiens va mécaniser donc on va des arcs, l'arc apparaît certainement à moins de 30 000 ans, des propulseurs de saguets qui permettent d'envoyer des saguets à 200 mètres. J'ai vu, il y a des Jeux Olympiques préhistoriques, et vous avez, avec un propulseur de saguets à 200 mètres, vous envoyez une saga, une armature qui va se ficher de 10 cm d'une violence inouïe. Et ça, c'est Homo sapiens qui l'a apporté. On pense que Homo sapiens est venu également avec des chiens, descendants des loups, qui l'ont aidé dans des manœuvres de chasse, puis de guerre. Hein.
Voilà, là on voit des traces, par exemple ce bison, mais les armes de guerre et de chasse sont les mêmes. Ça c'est une seule représentation de violence à Lascaux. Vous savez qu'il y a Lascaux 2, Lascaux 3, Lascaux 4, les reproductions. Et c'est un homme avec une pointe de long oiseau, en même temps il y a certainement des traces de blessures. Alors là je vous permets, on arrive au néolithique, et puis ça sera, voilà, à la fois la fin et l'horreur. Hein. Alors ça, avec Jean Guillain, nous l'avons étudié. Cette scène date de 12 000 ans, donc c'est la fin du Magdalénien. Ceux d'entre vous qui connaissent la Sicile sont allés à Palerme. Si vous allez à Palerme, qui est une très belle ville, avec en même temps le style liberty italien, l'art déco, il y a un mont, le mont Pellegrino. Et des préhistoriens italiens, dans les années 50, ont trouvé cette scène qui est peut-être la plus énigmatique, je ne sais pas si vous la connaissez, de toute la préhistoire. Parce qu'on voit des personnages qui dansent, un animal, un cerf qui a certainement été sacrifié, et vous avez au milieu deux personnages qui, eux, ça n'est pas figuré, enfin c'est réel, parce qu'ils sont en érection, comme les pendus. Ils sont en train, vous voyez ces cordes que l'on voit. Alors, j'ai oublié de... Pardon, je reviens en arrière. Et ils sont en train de s'auto-stranguler, cette de violence. Alors, ce qu'il y a d'inouï, c'est que malheureusement, mes origines italiennes m'ont habitué très tôt, même la mafia, la ndrangheta qui est la mafia calabraise, la Cosa Nostra sicilienne, comme ça. Et à l'heure actuelle, chez les mafieux, donc en cas de vengeance ou d'un trait de la trahison, on punit ceux qui ont trahi, ce qui est abominable, en les faisant auto-stranguler. On attache des liens qui passent par le cou, et puis on les met pieds et jambes et pieds repliés, comme ici, et donc petit à petit, ça s'appelle le supplice de l'accapretamento. Et encore, il y a des photos terribles du début du XXe siècle où les carabiniers trouvent des squelettes, donc des corps de personnes qui ont été exécutées. Et cette scène, donc, elle a 12 000 ans, elle montre à la fois la limite. Est-ce que c'est un sacrifice humain? Est-ce que c'est une vengeance? Une cérémonie, on pourrait dire, sacrificielle? On n'en sait pas trop. Mais c'est ces traces de violence qui sont, parce qu'elles sont à la limite, et elles nous intéressent énormément. Alors, après, voilà, ici, si vous allez à Monaco, il y a les grottes des Baossé-Roussé, il y a des Homo sapiens, et là, il y a un individu, on la voit mal, la photo, pardonnez-moi, qui a été, dans lequel il y a une pointe de flèche qui est dans le thorax. On en connaît à peu près pour le paléolithique supérieur, donc qui commence à moins 45 000 en Europe jusqu'à moins 10 000, la fin de l'ère glaciaire. Et à peu près, on connaît une trentaine de blessures par pointe de flèche, ce qui veut dire qu'il y en a, encore une fois, si vous tirez quelqu'un, si vous lui envoyez même plusieurs flèches, hein, les flèches peuvent traverser une carotide, un organe, ça ne laissera aucune trace sur les os. Mais on ne sait pas, d'ailleurs, il y en a beaucoup plus, hein, donc une violence effective. Alors, la fin, on arrive là vers la fin, le mésolithique débute, ce n'est pas encore la période néolithique, l'agriculture n'a pas été inventée, mais les températures, c'est la fin de l'ère glaciaire, donc 10 000 ans. C'était l'époque encore, si vous allez à Toulouse, j'ai souvent aux étudiants, à Villeneuve-Tolosane, à Vallée-de-la-Garonne, il y avait des glaciers qui venaient des Pyrénées et qui ont disparu en quelques centaines d'années. Donc quand on parle de fonte des glaciers, il ne faut pas oublier qu'il y a un cycle. Hein, ça, malheureusement, beaucoup de personnes qui font de l'écologie, que j'appelle un peu de salon, n'ont pas limite. C'est qu'il y a certes une activité anthropique, mais il y a des activités climatiques. C'est un astronome serbe, Mitulan Milankovic, qui a montré que l'axe de rotation de la Terre varie, ce qui donne les saisons et qui explique les glaciations. Et par exemple, il y a 1 million d'années, puis 800 000, la Terre était pratiquement transformée en la moitié de l'hémisphère nord, boréal, c'était de la glace. Et je ne parle pas, il y a un phénomène, le snowball effect, c'est-à-dire à 700 millions d'années, là on est avant le début des temps géologiques, la Terre était complètement transformée en bloc de glace. Hein. Voilà. Donc la transition mésolithique, ça ce sont des chasseurs-cueilleurs qui n'ont pas inventé l'agriculture, c'est entre moins 10 000 et moins 6 000, mais qui vivent dans des forêts. Et malheureusement, la violence explose. Hein. Par exemple, en Armorique, sur le petit îlot de Téviec, il y a 2 individus, vous l'avez peut-être vu, il y a une exposition à Toulouse, au Muséum d'histoire naturelle, cette sépulture, 2 individus, et l'un, qui est le sujet K, a eu le crâne fracassé, une pointe de flèche. Alors, plus dramatique, c'est que c'est au Mésolithique, il y a le culte des crânes. À Offnet, il y a des têtes coupées, il y a 33 individus, 34 crânes qui ont été rassemblés, donc il y a des massacres collectifs qui apparaissent.
Alors, et en même temps, là, c'est une contre-thèse à ceux qui disent c'est l'agriculture, la thésaurisation, les premiers agriculteurs, le partage, qui a entraîné la guerre. Avant, l'homme était bon, était sage, était gentil. Bon, j'exagère un peu, pardonnez-moi, mais c'est une sorte de métaphore. Mais c'est pas vrai, parce que là, ces chasseurs-cueilleurs mésolithiques, ils connaissent pas l'agriculture, ils n'ont pas inventé, ils font l'horticulture. Donc, la violence, elle dépasse un peu le contexte socioculturel. Hein. Dans les gravures du Levanté, derrière, sur la côte méditerranéenne, quand on s'enfonce loin du rivage, il y a des magnifiques abris sous roche, et on voit ces gravures sont du mésolithique, vous voyez, avec des arcs très longs, c'est le longbow des Anglais, qui sont très puissants en frêne, et ça c'est moins 7000, moins 8000 en premier mésolithique. Et donc ça c'est représenté. Et enfin arrive le néolithique, voilà, on va finir par là. C'est un peu malheureusement le début de l'horreur. Hein. Alors le néolithique, c'est la trinité, c'est-à-dire c'est la poterie, voilà, qui apparaît, l'agriculture et la sédentarisation. Les hommes vont s'entasser de plus en plus nombreux dans des villes, des villages, et naturellement la démographie va augmenter. Et donc là va apparaître vraiment la violence sur eux. C'est ce que j'appelle dans cet ouvrage, c'est la première catastrophe écologique de l'histoire de l'humanité. Parce que l'homme va prendre en main son destin agricole, c'est ce que le grand préhistorien Child, anglais, qui était lui-même, je le dis encore une fois, sans clivage d'origine australienne, qui était un des plus grands archéologues préhistoriens britanniques, mais qui était de formation marxiste. Et pour lui, c'était l'environnement. D'ailleurs, il avait été rendre visite à Lénine, puis à Staline, qui lui avait demandé d'apporter ceci. Et c'est lui qui a décrit le début de la néolithisation de l'agriculture, qui parle de révolution agricole. Et c'est cette première catastrophe écologique, parce que l'homme va prendre en main, va créer les champs, va déforester, et en même temps, les espèces animales vont devenir de plus en plus rares. Hein. Et il y a vraiment un passage à l'acte, c'est ce que je souligne, la violence interpersonnelle ou collective des chasseurs paléolithiques et mésolithiques va se transformer en proto-guerre, en guerre véritable à l'Antiquité, qui va être décrite quand apparaissent les premières écritures en Mésopotamie vers 1350. Alors voilà, là on a de multiples preuves, des traces archéologiques. Ça c'est Otzi, l'homme congelé. Je fais souvent de la randonnée, j'adore dans ce coin du Tyrol. C'est une vallée perdue, magnifique, on se croirait au XVIIIe siècle, il n'y a pas de voiture, pas de bus. Et Otzi a été trouvé dans un des plus hauts sommets qui s'appelle le Wilspitz du Tyrol. Derrière, c'est l'Italie, le Trentin Haute Adrige, le Tyrol italien, le Frioul. Et Otzi a été tué, là, en passant, on en a beaucoup parlé, vous retrouvez ça, moins 3400, donc il y a 5400 ans. C'était un colporteur, certainement d'objets de cuivre. Il a été attaqué par une bande de pillards avec une flèche qui est dans les deux. Là, ce sont des fouilles personnelles, c'est tout près de nous. C'est dans le Tarn, à Gijounet, une petite commune qui est dans la montagne, dans le Sidobre, et là il y avait une sépulture collective, plusieurs individus, de la fin du néolithique, à peu près ça 5000 ans, moins 3000, et un des individus, c'est une vertèbre lombaire avec une flèche qui est plantée, hein, qui est conservée, vous pouvez la voir au musée d'Albi, et j'ai pu montrer, voilà, cette flèche, l'armature, hein, il faut imaginer le bâton, l'aorte abdominale passe juste devant, donc l'aorte c'est certainement un sujet qui a été fléché tout près, peut-être même à bout portant, et l'aorte a été tranchée, et l'individu est vraiment, c'était un sujet masculin, et mort certainement dans les minutes qu'on suivit, ce qu'on appelle de la paléobalistique. Hein. Mais beaucoup plus, donc alors là également d'autres fouilles, c'est par arme contondante, ça c'est le dolmen du Rouzet dans le Tarn-et-Garonne, fouille de Bernard Pajot, là on voit les haches en pierre polie qui servaient, et on voit l'empreinte des haches qui a fracassé les crânes. Là, c'est vraiment de la médecine légale préhistorique. Hein. Et des lésions de ce type, on en connaît. Là, on voit un autre sur l'os frontal, on voit une armature de silex. Hein. Voilà, la hache qui est venue, et 80% de ces plaies par flèche, les flèches, c'est le tronc et le thorax, mais les massues, les coups de hache, les blessures, c'est surtout la face. C'est normal, l'individu à terre, qu'on assomme et qu'on va achever. Il y a des véritables batailles. Alors là, ça c'est le... Pardonnez-moi. J'imite nos hommes politiques en ce moment qui parlent. Ils ont chacun leur...
Alors ça, c'est le néolithique espagnol, ces fameuses barrancos, ces canyons calcaires où on a peint des gravures, c'est moins 6000, 8000 ans. Et alors là, vous avez pour les polémologues et les préhistoriens, les néolithiciens, pour votre serviteur, vous avez tout. Vous avez les effectifs, vous avez les tactiques, les longueurs d'armes, vous avez là un individu qui a été blessé, qui s'en va, vous avez d'autres qui se poursuivent, hein, et toujours l'assaut frontal, le modèle occidental de la guerre de Williamson, deux groupes comme ça qui vont s'affronter pour de sombres histoires de pâturage, de bétail volé, d'épouses ou de compagnes convoitées. Et c'est vraiment, mais ça n'est pas une guerre, c'est une violence collective armée, comme dit Jean Guilaine, qui a créé, on parle de VCA, violence collective armée préhistorique, VCAP, hein, mais là, tout est dessiné, tout est dit, on ne veut pas... alors évidemment, donc les tenants de l'hypothèse du bon sauvage disent, vous voyez, mais ça c'est le néolithique déjà, mais c'est le très ancien néolithique dans l'agriculture, 6000 c'est le début, ce n'est pas le néolithique accompli que dont parle Jean Guilaine dans ses livres, hein. Et cette image, elle est assez saisissante. Il y en a des centaines également, des massacres. Alors ça, c'est le long, on a remarqué, les zones de massacre sont souvent le long des fleuves, parce que les habitats étaient nombreux. Ça, c'est à Thalheim, dans la vallée du Danube, hein, à peu près 100 individus massacrés. Ça, c'est l'hypogée de Rouex, dans la vallée du Rhône, dans le Vaucluse, hein, également. Elle est plus récente, hein, et ces images sont affreuses, parce que en même temps, elles rappellent des films d'actualité. Si vous avez vu ce film terrible de Frédéric Nuit et brouillard, Nacht et Nubel, c'était un peu, ces images elles montrent bien à distance cette zone. Donc là, on est à Thalheim, en plus on est dans le vieux néolithique, moins 5000, donc 7000 ans. Là, on est à moins 4500 ans. C'est donc cette violence, des exemples, il y en a beaucoup. Pire, hein, je suis désolé, je finis par les horreurs, c'est que les corps ont été mutilés. Alors, il y a également une zone de violence, c'est dans la vallée du Rhin, en Alsace, le long de l'île I2L. Si vous allez à Strasbourg, c'est magnifique, et vous marchez le long des bords de l'île I2L. Hein. Et alors là, une tradition, ça c'est des travaux tout récents, hein, en priorité, c'est qu'on a tué ici, il y a 8 individus. On pense que c'est un affrontement entre clans rivaux. Il y a des garçons et des adolescents, donc c'est vraiment des combattants. Mais il y a une tradition, c'est qu'on les mutile, les cadavres ont été après fracassés, et on leur coupe le membre supérieur, le bras gauche, le membre supérieur gauche. Alors c'est une tradition qu'on retrouve chez les Amérindiens. Alors pourquoi gauche? On ne sait pas trop, mais les Indiens, les Amérindiens, notamment chez les Apaches, pratiquaient ce genre de démembrement. C'est ce que les Anglais appellent overkilling. Et moi je le dis, c'est-à-dire que la violence tue deux fois. Elle tue le vivant et elle tue le mort, parce qu'elle va le démembrer, elle va le découper. Ça nous renvoie, si vous êtes des adeptes d'Agatha Christie, de Raymond Chandler, de Simenon, l'assassin ou le serial killer, ces cadavres, il veut les faire disparaître, donc il va les découper, les mettre dans une valise en 650 morceaux, les jeter. Donc la violence tue, mais là elle est conservée. Mais ce qu'a dit Louis, on a coupé les bras, et vous le voyez sur la partie, dans la fosse on les a mis en premier, on a jeté les bras découpés. Ça a une intention vraiment destructrice. Et on a mis les cadavres par-dessus, jetés sommairement. Là, il n'y a pas de poterie, pas de signe de rituel. Donc, et on a recouvert tout ça. Et des fosses comme ceci, il y en a des dizaines. Donc il y a des zones, et exactement. Alors je me suis amusé, c'est aussi une théorie personnelle, des combats incessants, voilà, le néolithique espagnol, d'autres fréquents. Ici, on voit l'arme de, j'allais dire, le motif, le délit. Hein. Ce n'est pas le territoire, ce n'est pas le Donbass, le Lugansk, mais, ou d'autres choses. C'est des animaux, certains ont volé, et des tribus qui s'affrontent. C'est le néolithique saharien. Là, je passe rapidement parce que c'est la préfiguration des guerres historiques. Hein. Alors, il y a des zones d'ultra-violence néolithique, ça, ce sont des données pour vous, hein, qui sont inédites. C'est la vallée du Danube, j'en ai parlé. Le long, il y a des zones, des fosses de massacre. Plusieurs des individus ont été sommairement. Alors, il y a beaucoup, alors, le véritable massacre, les archéologues, j'en viens même pas qu'on parle de fosses de massacre, mais souvent se caractérisent parce que des femmes, des enfants, des vieillards, dans des expéditions punitives qui se perpétuent. Hein. Il y en a également dans le sud de la France, dans la Lozère, l'Aveyron, voilà, des armatures perçantes. Et il y a, ici, si vous allez à Millau, il y a un magnifique petit musée, un bijou de musée de préhistoire à Millau.
En même temps, mesdames, vous achèterez des gants, parce que c'est quand même, ils sont encore faits à milieu dans le, donc les gants faits main, je peux dire. Hein. Et il y a un individu magnifique dans la vitrine. Voilà, c'est une armature, un poignard en bronze, donc c'est le début de la métallurgie, planté dans la colonne vertébrale. L'individu est mort et, avant d'être paralysé. Hein. D'autres zones, par exemple dans la culture seine-oise-marne, le long de la vallée du Rhône, il y a à la fois des hypogées qu'on creusait, par exemple, ça c'est dans la Marne, dans la calcaire, la Champagne crieuse. Il y a des pointes de flèches fixées, il y en a beaucoup. En même temps, les premières trépanations, les gens qui recevaient des coups sur le crâne, il y avait des nœuds, ça j'en parlerai dans un autre ouvrage, premier guérisseur de la préhistoire, ont trépané certainement pour sauver les individus. Le casque en métal n'était pas inventé pour cause de nom. Et également, on incinérait les cadavres. Hein. Il y a également en Afrique du Nord, alors les crânes trophées, par exemple, on tuait des ennemis et on suspendait leurs crânes, c'est un peu le principe du scalp des Indiens, on les suspendait par des trous. Hein. Ça, c'est l'ouvrage de Gabriel Camps, qui était éminent préhistorien de l'école d'Alger, qui a beaucoup étudié ceci, et la culture capsienne. Il y avait également les visages de la violence, c'est que chez les capsiens, par contre, ça, ce n'est pas des ennemis, on cassait les incisives, souvent d'ailleurs des sujets féminins. C'est descriptif, hein. On peut déterminer. Donc au départ, dans le capsien inférieur, c'est les incisives, puis les canines, et on arrive à ces rituels, mais c'est quand même de la violence, c'est comme les scarifications, à la limite les piercings, enfin quand ils sont importants, c'est une sorte de... Mais on peut s'automutiler, c'est un autre domaine à la limite de la violence, la psychiatrie, mais également, voilà, on est denté complètement, ce sont ces autres visages de la violence, hein. Tout ceci s'intègre selon des travaux personnels dans le cadre de ce que j'appelle cette catastrophe écologique néolithique. Les conflits augmentent par le biais d'affrontements suscités par le partage accru des sols de culture. Alors là, c'est vrai, les causes, on peut dire les causes du mauvais sauvage apparaissent, la montée des stratifications sociales, l'émergence des premiers pouvoirs, et peut-être aussi l'apparition de nombreuses épidémies. Ça, c'est autre chose, j'en avais parlé il y a une vingtaine d'années. Disons, là, j'ai une petite allusion à la peste de Marseille en 1720, qui a fait quand même une des plus récentes en France, qui a fait 100 000 morts, hein, pour un bateau qui venait de l'Orient, débarqué pour la foire de Beaucaire à Marseille, et 3 mois après, il y avait 100 000 morts par peste. Hein. Donc souvent, mais les notions d'épidémie sont apportées par les animaux, mais ça c'est hors sujet, et pendant la guerre, on sait par exemple la guerre de 14-18, et même le début, le typhus et la dysenterie ont tué presque autant d'individus que les balles, les obus, les shrapnels, les grenades. Hein. Alors, on arrive donc à la fin de l'exposé, la métallurgie, la fin de la préhistoire, c'est ce que dit Jean Guilaine. En même temps, il y a le mythe du guerrier qui apparaît, parce que les armes, maintenant, c'est du métal, le cuivre, le bronze, le fer, bon, c'est la préhistoire est finie. Le casque apparaît, en même temps, le guerrier, celui qui achète des armes en cuivre, c'est pas quelqu'un qui a des pouvoirs importants. Il peut troquer contre des pierres précieuses, contre du bétail, donc il y a un pouvoir. Hein. Et on retrouve ceci dans les... Si vous allez, vous connaissez peut-être, à Rodez, le musée Fenaille, vous avez ces statues menhirs qu'on va apparaître, et il y a beaucoup d'armes figurées. Là, je vois, j'étais dans mon voyage d'études et d'agréments sur le bord du lac de Garde. Il y a la stèle d'Arco, c'est une Arco ARCO, c'est dans le 31 au Tadige, donc à 30 km au nord du lac de Garde, dans sa partie, c'est un lac très long, dans sa partie septentrionale. Il y a des stèles avec des poignards figurés, des armes. Donc il y a le mythe du guerrier qui apparaît, du héros. Voilà, des poignards en bronze. Et là, de nouveau, des combats incessants qui sont figurés, des gravures. Si vous allez au Portugal, dans la vallée de Cao, là, vous avez gravé sur le schiste, vous avez des scènes de guerre, d'affrontement qui sont très récents. Mais vous avez compris qu'en même temps, c'est une sorte d'industrialisation des violences collectives armées. C'est-à-dire que le métal va sublimer ces phénomènes. Je ne montre pas tout, bien sûr, il faudrait des ouvrages entiers, mais dans les sépultures collectives, dans les monuments mégalithiques, dans les tombes en fosse, dans les tombes en fosse, dans les fossés de camps, vous avez des dizaines, des centaines de témoins de cadavres qui ont été tués. Donc la violence, elle est là, elle est manifeste. Donc quand certains préhistoriens, souvent anglo-américains, disent qu'on était beaucoup plus gentils, beaucoup moins violents, c'est un biaisage. Ça ne correspond pas à la réalité, malheureusement, de l'archéologie. Je préférerais, hein, ça serait simple, c'est-à-dire donc, si nous devenons riches, industrialiser ce qui est vrai, nous sommes encore plus méchants. Je pense que tous ces auteurs
peut-être pétrie d'humanité et d'une certaine idéologie, c'est terrible l'idéologie dans la science, parce qu'elle oublie de voir, pense que, et on le comprend, et c'est très touchant, ce côté naïf, j'allais dire, de l'homme premier, pas primitif, premier, qui est bon, qui n'est pas corrompu. Mais si on lui attribue en fait, ces fonctions biologiques, neurophysiologiques, cérébrales, cette agressivité qui est paléontologique, ce mythe disparaît. Donc en conclusion, pour vous dire, je m'excuse d'avoir été un peu long, nous aurons après les questions, deux périodes capitales dans l'apparition du passage à l'homme violent et humain. Tout d'abord, donc l'apparition d'Homo sapiens il y a 300 000 ans. Hein, notre gros cerveau, malheureusement, Freud le disait, nous portons une pulsion de mort. Hein. Dans l'être humain, il y a le ça, cette théorie, le moi, le ça, et le surmoi. Mais le ça, c'est les pulsions profondes, l'instinct de mort, l'instinct négatif, sombre, le côté obscur de la force, hein, et l'instinct, au contraire, de sublimer, dans l'érotisation, donc dans la procréation, l'amour, ainsi de suite. Mais notre espèce est une espèce violente, et encore une fois, la physiologie, la neurophysiologie, les études de l'hormonologie, tout ça l'atteste. Hein, et nos neurones, nous sommes de plus en plus intelligents et de plus en plus tourmentés. Là, évidemment, c'est hors sujet, mais pour moi, il y a vraiment, la violence fait une bascule avec l'apparition d'Homo sapiens. Et après, donc cette image, donc quelques images malheureusement, qui évoquent à la fois qui ont comment on pourrait dire, des échos tout récents, hein, puisque je l'ai dit, je suis né dans le siècle peut-être où il y a eu le plus grand nombre de guerres, sans parler de Hiroshima, Nagasaki, qui continue. Et après, c'est la transition mésolithique-néolithique et le début de la catastrophe écologique néolithique. Si d'entre vous qui sont intéressés, il y a un auteur que vous connaissez peut-être, qui est un Américain également, un touche-à-tout, son nom c'est Diamond, Monsieur Diamant, son prénom c'est Jared, qui était au départ un ornithologue spécialiste des oiseaux, qui a écrit un livre qui s'appelle De l'inégalité des sociétés, et qui décrit ça de manière fantastique, et j'étais touché, parce que lui-même, qui était professeur dans les grandes universités, toujours le cycle américain, Harvard, Yale, puis après sur la côte ouest, Berkeley, Stanford, Caltech, disait la première catastrophe, et mot pour mot, et c'est quand on dit quelqu'un dit ces mots que j'ai écrits dans quelques articles, c'est l'invention de l'agriculture. Après c'est vrai parce qu'elle a non pas, comme croient beaucoup de penseurs, fait naître la violence, mais elle a surmultiplié et passé à une orbite supérieure. Hein. Voilà, j'espère, ces exemples, encore une fois, on ne peut pas tout présenter, il faudrait, et entre l'exposé de théorie personnelle, de consensus également, de remerciements, mais ça nous entraînerait trop loin. Hein. Alors, je termine, je dis, voilà, c'est à la fois le plus optimiste et le plus pessimiste. Et la dernière phrase, les futurologues, les scientifiques, les penseurs estiment que toute civilisation est vouée à disparaître. Alors, ça c'est valable également pour les civilisations, certaines pensent, extraterrestres. Hein, parce que c'est très difficile de quitter une planète, les lois de la relativité générale est restreinte, l'énergie, il faut, pour faire des voyages interstellaires, intergalactiques, c'est impossible. Alors certains pensent que quand nous deviendrons des cyborgs, des alliages avec des orteils, et on mettra notre mémoire, notre esprit dans un ordinateur, donc on va se perpétuer. Il y a des ouvrages, notamment, je pense à l'américain Kurzweil, futurologue, qui décrit très bien. Vous avez le philosophe allemand Günther Anders, le premier mari de Hannah Arendt, grande philosophe, qui a écrit dès 1954 de l'obsolescence de l'homme. Vous serez une espèce biologiquement condamnée. C'est vrai. Alors, c'est le paradoxe de Fermi. Fermi, après avoir participé à la bombe atomique, je termine, c'était donc après la guerre 1948, beaucoup d'atomistes étaient horrifiés d'avoir fait ce, dont Oppenheimer, le film là, de Christophe Nolan, très bien, il disait, mais enfin, c'est bizarre, on parle de Scouvov, on ne voit pas d'extraterrestres, mais où sont-ils donc? Where is everybody? Il n'y a personne. Et finalement, c'est un de ses élèves, Drake, qui a dit, certainement parce que toute civilisation est condamnée à disparaître. Donc, en principe, nous devrions disparaître, peut-être en nous autodétruisant par un cataclysme nucléaire. Mais, comme disait Fernand Renéau, je l'espère, dans un certain temps. Voilà, pour en savoir plus...
Vous avez des questions à poser? Voilà, merci Jean. Merci pour la lumière. Merci Jean pour ce superbe exposé. Je voudrais, moi de mon côté, non. Oui, ben justement, je voudrais me faire à décharge de l'humanité. Il y a quelque temps, il n'y a pas si longtemps que ça m'a été rappelé, un élève d'une célèbre archéologue américaine, je crois, lui posait la question, selon vous, quel est le premier témoignage que vous connaissez du début de civilisation chez les anciens, enfin, chez l'Homo sapiens ou les anciens hommes? Et elle a répondu, ce n'est pas des outils, ce n'est pas des armes, ce ne sont pas d'autres choses, c'est un fémur qui a été retrouvé avec un cadre de consolidation. Ça veut dire que, et qui est très très ancien, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a eu un accident, qui s'est cassé la jambe, et dont les autres se sont occupés jusqu'à qu'il soit de nouveau valide et qu'il puisse à nouveau se nourrir et chasser. Donc ça, c'est un signe de solidarité, et c'est le premier signe, selon elle, justement, de civilisation de l'homme, donc qu'ils aient pu trouver. Et non pas les armes, mais c'est sûr qu'on va dans les armes. C'est vrai. J'ai une amie d'ailleurs qui a écrit un petit ouvrage, Valérie Delattre, qui écrit de l'assistance, de la collaboration, et qui étudie maintenant, on connaît même pour la préhistoire des orthèses, un phénomène médical. D'ailleurs, j'ai l'intention, si Dieu ou les dieux, je ne sais, me prêtent l'envie de faire un travail sur les premiers guérisseurs. Et c'est vrai qu'il y a, mais voilà, ça ramène en même temps la question, toutes les guerres ont été facteurs de progrès, la transfusion sanguine et ainsi de suite. La Deuxième Guerre mondiale, la chirurgie, l'orthopédie n'auraient pas fait. Les guerres ont été des moteurs aussi. Ambroise Paré, chirurgien, voilà, les violences ont fait faire et même mais la chirurgie plastique, puis d'autres, les transfusions sanguines, je prends Alan Steiner, qui avait eu le prix Nobel pour la découverte des groupes sanguins, mais ça vient quand même, la réparation. Mais après, ce principe d'assistance, c'est vrai. Si vous allez visiter une ville qui est très belle, Angers, vous avez le château d'Angers de Foulques de Néra, donc personnage obscur, hein, qui est son château, là, qui domine la ville d'Angers. Et là, il y a effectivement des restes préhistoriques, et il y a un exemple qui est connu, et on voit un fémur cassé et qui a été consolidé. Et la personne, en plus, a dû assister, parce que maintenant, c'est ce genre de fracture, ceux d'entre vous peut-être qui ont eu, souvent ça entraîne la mort, parce qu'il y a le fémur, c'est plein de moelle, il y a des gouttelettes de graisse qui passent dans le sang. Hein. Mais il y a des traces, bien sûr, ou des personnes qui ont été édentées. Henri Dudé, dont je ne vais pas parler, au doigt, ici, dans la famille Tourigère de Carcassonne, à Salel-Cabardès, donc tout près, a montré dans une sépulture, il y a des sujets qui ont été... Il a étudié également un squelette corse, la dame de Bonifacio, dans le Mésolithique, qui avait une fracture du cubitus, et qui avait d'ailleurs une paralysie, c'est signe d'assistance. Mais c'est un peu pareil, quand vous avez vu, j'ai re-regardé ce film qui est à la fois terrible, magnifique, il faut sauver le soldat royal. Hein. Et on voit tout de suite à la fois, c'est ça du débarquement horrible, et on voit les jeunes infirmiers, les chirurgiens avec du sang comme ça, c'est à la fois l'horreur, et il y a tout de suite ces moyens d'entraide. Hein. Mais c'est le côté obscur de l'âme humaine, hein, au-delà de... Donc je vais recueillir vos questions, si vous pouvez le... Michel. Les bonobos, c'est une exception dans votre théorie. Alors, j'en ai pas parlé, c'est vrai, parce qu'encore une fois... Ils ne sont pas guerriers, les bonobos, au contraire. Oui, mais parce que... Alors, voilà, mais peut-être il y a un primatologue, donc, qui est professeur, d'origine, d'ailleurs, hollandaise. Franz de Waal, je prononce pas, Franz de Waal, c'est lui qui les a le mieux étudiés. Il a écrit un ouvrage qu'on trouve chez Champ-Flammarion, de la reconciliation chez les primates. Hein. Et c'est vrai que l'érotisation, c'est ce que je disais, c'est un moyen, c'est vrai, il n'y a pas d'agressivité chez les bonobos.
Mais ça pose. Mais en même temps, le problème, c'est que naturellement, des armées de neurophysiologistes, de spécialistes de la violence, ont passé des crânes de bonobos qui sont très gentils, au scanner, et ainsi de suite. Il y aurait des circuits de la violence, parce qu'il y en a, je ne peux pas te dire comme ça a été étudié. Les auteurs américains, anglo-américains, sont, par rapport à nous, peut-être c'est une forme de culture, en même temps, la tradition qu'on pourrait dire réformée protestante, qui est encore importante, ont moins de pudeur et vont directement, et quelque part c'est bien. Et ils n'ont pas, ils n'ont pas de circuit de la violence. Alors, mais ça peut, c'est peut-être, encore une fois, parce que c'est une espèce, donc c'est pango, donc le genre, mais c'est différent du le chimpanzé proprement dit. Et ça conforterait l'origine, j'allais dire, de prédisposition, de génétique aussi. Hein. En fin de compte, nous sommes des machines biologiques, avec bien sûr un cerveau, un esprit, mais nous sommes, c'est la culture après, c'est toujours un mélange des deux. Si vous lisez, je crois que l'homme qui l'a le mieux résumé, c'est M. Descola, là, qui est professeur, de la nature à la culture. Hein. Pierre Descola, il a fait cet ouvrage qui se lit très facilement, et qui est très beau, et dans lequel c'est, comme toujours, mais les anciens auteurs, et même beaucoup de penseurs actuels, pour des questions peut-être religieuses aussi, ou idéologiques, ne veulent pas admettre qu'il y ait un homme biologique violent, ou des espèces biologiquement violentes qui soient proches. Et pourtant, ce que tu dis, tu as raison, Michel, c'est vrai, dans ce niveau des bonobos le montre. Parce que là, on a pratiquement des cousins, c'est un peu comme qui dirait l'isard et le chamois, pratiquement, mais qui ont des comportements, il n'y a pas de... Alors après, bon, bien évidemment, les sexologues, les gens en disant mais c'est vrai, mais on rejoint d'autres qui disent simplement c'est l'amour, peut-être cette réconciliation qui se fait. C'est comme les chimpanzés qui se frappent, se battent, et après s'épouillent, s'épucent. Hein. C'est un geste de réconciliation. Hein. Mais on en est qu'au début de l'analyse biologique, parce que c'est dans la vieille Europe, c'est un peu un sujet tabou. Y a-t-il un bras qui se lèverait? Non, c'est un simple détail. Pendant le Covid, on a dit que les hommes de l'Orient étaient moins sujets à la maladie que les... Oui, mais je pense également, il y a eu l'Orient et il y a eu l'Afrique. Parce que pour des raisons, là, évidemment, le départ des épidémies, ça c'est peut-être, j'allais dire modestement, donc ce livre qui s'appelle Voyage à travers les maladies de la préhistoire, c'est que c'est un peu on pense par exemple, et votre question aussi est très importante, c'est que je ne sais pas si vous avez vu par exemple au Vietnam, pourtant on peut dire un pays de tradition pastorienne, l'Institut Pasteur de Hanoï était un des premiers à être fondé, celui de Tunis, c'est une école pastorienne, mais il y a eu très peu de cas de Covid dans beaucoup de pays, mais c'est la charge génétique, et peut-être parce que ce sont des populations, notamment, on pense qu'Homo sapiens a apporté des virus en sortant d'Afrique, pour lequel il avait fait une immunité, déjà depuis plus collective, que nous avons fait, nous, artificiellement, par le vaccin, mais qui existait. Beaucoup de virus, je pense au virus Ebola, ces virus donc Zika, transportés par étaient d'origine, en fait, du moins tropicale surtout. Hein. Et donc il y avait une immunité, et quand ils sont arrivés peut-être avec leurs animaux, ou même simplement dans leurs humeurs, ils ont porté c'est la hantise, toujours les Américains avaient peur des soucoupes volantes, puis en même temps des aliens, en fait, des microbes qui viennent, ce côté donc d'hygiène, qui a en même temps surconsommation d'antibiotiques. Et je pense que c'est vrai, certaines populations ont été prémunies en 2020, quand c'est apparu. Et certainement asiatiques. En Europe, on a eu mais on pense que Néandertal aurait pu mourir par le biais de microbes ou de virus apportés, venus par les Homo sapiens, venus eux-mêmes de l'Afrique et du Proche-Orient, mais qui n'avaient pas donné, qui eux étaient immunisés. Le Covid a servi maintenant sur les épidémies, elles sont souvent liées d'ailleurs aux guerres, hein, aussi au phénomène de nutrition. Il fallait bien que quelqu'un la pose, cette question. Il y a une écrivaine américaine qui a écrit que les hommes ont peur que les femmes se moquent d'eux et les femmes ont peur que les hommes les tuent. Et donc, je voulais savoir si ce rapport homme-femme, cette violence dont on parle, était inéluctable. Je cherche le nom, j'ai lu ces livres, c'est ça, exactement. Hein.
Alors voilà, ça c'est en même temps c'est très intéressant. Vous avez vu, j'ai employé ce mot qui fait un peu précieux. On dit une analyse holistique qui tient compte de tout. Hein. Et c'est notamment, je pense, c'est elle, une tenante de l'école de psychologie de Palo Alto. Entre parenthèses, elle fait partie de ce groupe. Je ne sais pas s'il y a un livre que je vous conseille de lire, parce que c'est ça aussi. Tout ce que je sais, ça va vous étonner, souvent c'est la moitié de ce que modestement je sais, ce sont les patients, les patientes qui me l'ont appris. Notamment les livres qu'ils avaient, j'avais toujours dans la salle d'attente de qu'est-ce que vous lisez? Et j'ai toute une liste, des centaines de livres, comme ça, et notamment, c'est une patiente un jour qui m'a dit, docteur, je ne sais pas pourquoi, vous devrez lire Aïe mes adieux. Aïe mes aïeux. Vous connaissez ce livre peut-être. Elle a un nom, Arsène Becker, et ainsi de suite. Voilà. C'est une des collègues de cette. Mais je pense que cette explication, c'est vrai, ce qu'il y a, c'est à la fois la limite entre voilà, le biologique et le culturel, hein, je crois. Pourquoi les hommes auraient peur de femmes? Peut-être pour des questions de. Il y a un problème à la fois de compétition et d'amour qui est mélangé, et elles ont peur, là aussi beaucoup de psychologues ont écrit, et le sentiment amoureux, malheureusement, quand on est le divorce, on le voit, j'ai parlé du syndrome de Médée qui aimait, enfin, métaphoriquement, hein, mais il y a souvent, c'est quand on voit la mère tue ses enfants, ou le père tue ses enfants, c'est le sentiment d'amour, donc en fin de compte, qui se transforme en haine. Et encore une fois, cet auteur américain, Eccles, lui qui dit simplement, c'est parce que c'est une inversion des circuits, vous savez, vous passez continu, alternatif, et c'est un peu schématique. Mais il y a, encore une fois, ces domaines. Ce qui est merveilleux dans ces hypothèses que vous dites, c'est qu'on est au tout début de perspectives, j'allais dire même de secteurs scientifiques, qui pour le moment ne sont pas abordés. Et je fais une petite parenthèse quand je parlais des moyens d'études, la neurophysiologie, la biochimie, ainsi de suite. Mais on prend pour des cas de réponse. Quand moi je vois souvent dans les maladies anciennes, on va voir les spécialistes en disant, par exemple, la polyarthrite rhumatoïde, cette maladie terrible, qui est apparue il y a 2 siècles, hein, certainement peut-être du phénomène de germes, de virus, d'alimentation, mais vous allez voir les médecins, enfin je veux dire, ceux qui font le corps médical mondial, hein, qui sont en Europe, maintenant en Asie, où aussi le niveau scientifique est égal sur la planète, les congrès, mais ils leur disent, ça ne nous intéresse pas. Nous, on soigne, on n'a pas le temps. Nos moyens, nos scanners, nos IRM, nos méthodes d'analyse, la physiologie, vous parlez de mettre des électrodes. Nous, on a le Covid, les tumeurs malignes, ainsi de suite. Donc, il y a un manque d'interpénétration. C'est pour ça que, comme je dis, c'est très intéressant. Les psychologues ou les sociologues, après, de nouveau, les tenants, peuvent nous apporter des hypothèses, je pense. Hein. Évidemment, c'est métaphorique. Après, dans l'ensemble, c'est là où le niveau culturel, je pense, peut jouer un peu les hommes, parce que ça renvoie également à des comportements peut-être parfois de chacun de nous qui sont basiques. Dans cette salle, nous avons tous été par moments pris de colère violente. Elle est inexplicable et elle monte. On a vis-à-vis de personnes très proches comme ça, on a envie on ne peut pas le nier ceci, sinon à des degrés plus ou moins importants. Et je crois que ce phénomène, mais elle le décrit, voilà, d'un point de vue généralisé. Après, il faut des études. Hein. Et je pense que dans le comportement après, la violence de l'homme qui n'est pas, peut-être aussi, j'avais compris, l'homme devient violent quand il est, pardonnez-moi une expression triviale, peut-être, quand il prend un râteau, quand il est repoussé. Et donc, on voit ça dans l'Antiquité, un peu, il y a des tas de... il tue donc celle qui convoitait, par exemple, je pense à Andromaque de Racine, qui est une pièce qui m'avait marqué. Il y a des exemples comme ça de l'amour, ou du moins le désir de possession, non assouvi se transforme, donc les hommes nous tuent. Mais je ne pourrais pas en dire plus, mais je retiens. Oui. Il faudrait peut-être, voilà, c'est ça au niveau d'éducation aussi, un peu... Je pense qu'après, d'un point de vue, on le voit, beaucoup de penseurs en même temps évitent, on est quand même, c'est normal hein, aussi, moi une période de sentiment civil, poli, urbain, et en même temps pas de vague, donc on hésite d'aborder, mais je pense un côté culturel, si vous vivez dans un groupe, une famille, dans lequel, là, et je sais de quoi je parle, moi on dit, je pense à l'Italie, vous sont peut-être beaucoup d'entre nous, mais
avons des origines italiennes. Notamment, je pense au sud d'Italie, la région de Campanie, de Naples. Mais on voit toujours l'Italie pour les gens c'est comme un pays où il y a des gondoliers avec la barcarolle, la mozzarella, tout ça. Mais c'est un pays, on le voit dans les films néo-réalisme, Vittorio De Sica, comme ça. C'est un pays, c'est la violence. Moi, j'ai vécu aussi dans ma famille. Elle est très importante. Il y a aussi un côté culturel. Si le garçon, notamment ce que j'appelle le syndrome d'Isaac. Pardonnez-moi, mesdames, mais il me semble avoir remarqué qu'en général, pour une maman, son garçon, le premier fils ou fils aîné, c'est toujours les yeux, c'est ce syndrome d'Isaac, Abraham qui demande, Dieu qui demande à Abraham, son fils, donc, parce que c'est vraiment ses yeux, le fils aîné, le premier, la légende du sacrifice. Donc, et si un garçon est élevé dans des choses qui nous touchent, qui sont en même temps des sujets brûlants, un peu clivants, hein. Il est dans le cul de la virilité, de la conquête, en même temps presque du machisme, hein. C'est ça un peu, j'en ai pas parlé, tout ça, mais c'est dans la violence, il y a également ceci, bien que aussi, après, je me dis, pardonnez-moi, il y a également, il y a beaucoup je prends cet exemple souvent dans d'autres conférences plus spécialisées, dans le cirque le Colisée de Rome, qui pouvait contenir jusqu'à 80 000 spectateurs, il y avait autant d'hommes que de femmes. Donc c'est non-genré également. Je me souviens d'un colloque, c'était la violence selon le genre, et qui répondait à cette question un peu. Mais pour le moment, il n'y a plus d'hypothèse, et on est plus culturel que biologique. On a tous entendu parler du cerveau reptilien. Qu'est-ce que vous en pensez de cette formule? À quoi ça pourrait correspondre? Parce que ce serait à l'origine de nos instincts primitifs et donc de la violence aussi en nous. Je vous remercie, mais vous êtes trop fort. Est-ce que vous posez J'ai redouté cette question. Je dis, mon Dieu, ou les dieux. Et alors, il y a un excellent... Par contre, voilà, on arrive maintenant... je ne citerai pas de moteur de recherche. Vous avez vu, depuis la moindre panne de votre four à micro-ondes, en passant par votre véhicule, vous posez une question sur des réseaux, sur Google, pour ne pas le sommer, et vous avez des réponses souvent au sein d'un océan d'ineptie, en style phonétique, mais souvent des réponses. Et donc, cette question à laquelle j'étais formé, c'est-à-dire le premier cerveau reptilien, l'histoire de l'évolution, recouvert par un cerveau mammalien, donc le reptilien, et après il y a nous, voilà les humains, c'est ça les 80 milliards, le néocortex, le cerveau humain, comme ça, et en fin de compte c'est vrai. Mais cette hypothèse, depuis une dizaine d'années, c'est ce livre d'ailleurs qui a été écrit par un chercheur français, mais je n'ai pas le cerveau reptilien, qui a montré, voilà, avec les notions d'IRM, que c'était peut-être valable pour les vertébrés supérieurs, mais ça ne concerne, alors là je ne peux pas prendre parti, ça ne concernait pas l'être humain, les circuits, parce qu'au départ, vous savez, c'était ce célèbre neurochirurgien Penfield, d'origine canadienne, si vous allez à Montréal, c'est là où il a enseigné et où il a opéré, c'est le premier à avoir fait la neurochirurgie, les patients étaient non anesthésiés, il a cartographié, et on est resté, donc les aires cérébrales qui a permis de dire, par exemple, si on a une lésion du cerveau à droite, c'est le membre supérieur gauche, tout ça était, et à ce qu'on appelle l'architectonie, à la fois cellulaire et des pellules. Mais l'IRM a complètement changé la donne. Parce qu'on voit notamment, si on présente à quelqu'un, encore une fois, c'est le test du gâteau, du goût, du salé, du sucré, et puis là, c'est bien parce que on peut voir, il y a des circuits, et justement ça relance un peu cette question de la neurophysiologie, il y a des circuits qui apparaissent qu'on ne connaissait pas, qui ne correspondent pas, non pas à des noyaux cellulaires, c'était l'ère de Broca, voilà, il y a l'ère, mais qui marche aussi. Mais ça va au-delà, et c'est là où on touche, alors là, je pense qu'on peut l'évoquer, mais rapidement pour ne pas vous ennuyer, certains disent, mais c'est toujours prudent, parce que dès que c'est pas loin du religieux, c'est-à-dire notre éducation, notre évolution, nous les humains, Homo sapiens, depuis 300 000 ans, on évolue aussi également. On parle beaucoup de ce phénomène, j'aimerais un jour, c'est l'épigénétique, on s'aperçoit que tout n'est pas ADN. L'épigénétique, par exemple, une maman qui a été malheureusement victime d'atrocités pendant sa grossesse, pendant 4 ou 5 générations, ça n'a rien de génétique, ces enfants vont être stressés, le stress, donc ce phénomène, c'est autour du... Et il y a des tas de circuits, on est finalement, encore une fois, le cerveau, c'est une boîte noire, je pense si on admet, sans oublier la culture, ce dont je parlais, l'éducation, mais le cerveau, c'est l'inconnu.
Et d'autre part, nous aurions des circuits que ces fameux circuits encore immatériels, mais qu'on ne connaît pas, qui n'existaient pas peut-être il y a 50 ans. Le numérique joue beaucoup, l'intelligence artificielle joue beaucoup sur notre perception. À l'heure actuelle, par exemple, dans les grandes métropoles, l'exemple, là où il y a des chimpanzés, il y a des groupes, les éthologues, pas les éthologues, ceux qui font l'éthologie et le comportement, ont remarqué qu'il y avait des chimpanzés loupards, c'est-à-dire qui singent le comportement des mauvais garçons, des bad boys, et qui s'arment même de massues, de bâtons, et attaquent des humains ou des chimpanzés isolés. Et ça, c'est un phénomène qui n'existait pas, qui est décrit. Donc, nous sommes également, ce que je dis peut-être sur la violence, ses origines, son aspect biologique et culturel va se transformer complètement. Hein. Tout à l'heure, nous parlions modestement, pardonnez, mais ça nous concerne tous, et en même temps pour dire, je ne veux pas me cantonner, je veux de plus en plus, dans nos relations affectives, sentimentales, amoureuses, on parle de relations à distance, c'est-à-dire des êtres qui vraiment s'aiment, qui ne sont jamais vus, mais qui par le numérique, par Skype, communiquent, ont des relations, sont fidèles l'un à l'autre, ils ne se sont jamais vus, ils n'ont pas eu de contact physique, et tout ça, ce sont des comportements qui étaient inimaginables. Hein. Je me souviens de ce professeur qui disait, là, on nous distribue des photocopies, là j'aurais pu faire un petit résumé, mais il y a encore, 50 ans, il y avait la Ronéo comme ça, mais ça, je ne parle pas d'il y a 100 ans, c'est une communication. Donc, ça doit jouer aussi sur nos circuits. Et je pense, malheureusement, après, là, dans le côté culturel, la violence individuelle et collective se transmet et peut s'amplifier. Si vous êtes né dans une région très localisée, qui est parcourue par la guerre depuis plusieurs décennies, il est certain que les enfants, les adolescents qui vont naître vont être imprégnés ne serait-ce que la connaissance des armes. Je me souviens encore une fois, mon enfance algérienne, on était plus ou moins, on savait ce qu'était un pistolet mitrailleur P38, un MAS 56, c'est des armes, ça faisait partie, on voyait des forces armées, on voyait des grenades, ainsi de suite. C'était quelque chose, c'était une sorte de culture. Ceux qui déjà aimaient jouer aux armes, aux fausses armes, ça imprègne beaucoup. Hein, mais le cerveau reptilien, voilà, il est battu. Mais c'est valable, peut-être, ça serait à la limite pour soit les chimpanzés, ou alors les primates qui sont pas anthropoïdes comme le gorille et les orang-outans. Pour les singes dits à queue, par exemple, d'Amérique. Je vais essayer de bien m'exprimer. La violence ne viendrait pas d'un manque d'information, aussi de la peur du vide, par exemple, de l'inconnu. Je crois que c'est tout à fait recevable, vous avez raison. Mais là, encore une fois, je pense qu'il n'y a pas rien de plus polyfactoriel que la violence en elle-même. Parce que quand on voit tous ces visages, et puis surtout, ça peut venir. Moi, je pense que la bascule, c'est un peu comme la religion. Personnellement, je fais partie de ceux qui pensent une éducation en même temps famille d'instituteurs, donc élevée, c'était autour de la laïcité, mais je veux dire simplement dire ceci, je disais, le sexe et la religion, c'est affaire privée. Hannah Arendt disait des choses très belles là-dessus, elle dit le droit du privé après, mais cette peur de l'inconnu, on peut la ressentir, vous avez fait de la claustrophobie. Moi, j'ai mis très longtemps, mais la préhistoire après m'a habitué. J'avais peur de l'avion, j'avais peur des grottes. Au début, c'était difficile. Hein. Mais je pense qu'après, ces comportements qui amènent la violence, c'est là où ils sont surmultipliés, c'est pour ça que je parle de démographie, par le nombre. Dès que c'est collectif, hein, vous avez quelqu'un, je le dis sans aucune identification, qui est un religieux, qui est extrême, fanatisé comme ça. S'il est seul, mais s'il a beaucoup d'aura autour de lui, de persuasion, il va transmettre ceci, ça va devenir un groupe de 10, 20, ça fait donc... Et en fin de compte, c'est après, la guerre peut naître aussi de phénomènes collectifs, je pense à 14-18, tous à Berlin, les Allemands étaient tous à Paris, c'était les Prussiens. Donc, mais c'est vrai que cette peur aussi, hein, mais
tout le problème, j'aurais aimé, mais vous l'avez compris, c'est qu'à la base, on a voilà, ce que j'appelle le fardeau génétique ou le fardeau biologique. C'est un peu ce phénomène que vous évoquiez de la violence en nous qui est paléontologique. Hein. Voilà, l'agression animale paléontologique qui s'est transformée en violence collective néolithique, qui maintenant a donné la guerre à partir du moment où il y a des effectifs, et ainsi de suite. Puis surtout, petit détail je fais, c'est que la guerre nécessite des soldats spécialisés, hein, des reîtres, des spadassins, des armées. C'est-à-dire que le personnage du guerrier s'est créé, il ne faisait que ça. Il est le mercenaire qui est utilisé, on voit maintenant dans les pays occidentaux, mais tous les pays, il y a une armée donc de conscription, et même qui maintenant n'existe plus, et une armée professionnelle comme ça. Donc c'est un corps, ça rejoint Dumézil, comme il dit toujours, le religieux, les producteurs de biens, de nourriture, et le militaire, la force, c'est un peu, mais dès que ça passe plus d'un, un collectif, un groupe, c'est là où cette peur du vide peut se transformer en disant, ça amène à des conduites, par exemple, je ne sais pas, imaginons on ne prendra plus l'avion, peut-être je crois qu'il y a ça aussi, finalement, des gens qui ne veulent plus qu'on utilise l'avion pour des raisons de bilan carbone, hein. C'est compliqué, mais peut-être aussi parce que ce sont des claustrophobes, c'est derrière, non, je ne veux pas me... Mais c'est difficile, Excusez-moi, vous avez parlé vous parlez souvent de fardeau génétique comme, oui. comme si nous avions en nous les gènes de la violence. Ça vient pour moi en contradiction avec quelque chose que j'ai reçu il y a quelques temps, qui faisait état du bébé. Le bébé, lui, qui n'est pas indemne de tout, mais qui ne n'est pas violent et qui, c'est son éducation, son entourage qui va lui amener les ressorts ou pas de la violence. Est-ce qu'il n'y aurait pas une contradiction à lever entre l'état de bébé, qui est de nature plutôt bonne, qui est prête à... D'ailleurs, il y a eu des expériences qui sont assez célèbres pour le bébé qui rend service à une personne qui a tombé quelque chose et qui va naturellement vers l'autre. Et donc, c'est quelque chose qui est assez anti-violent, quoi. C'est le contraire même de la violence. Et puis l'idée qu'on peut s'en faire avec l'état d'adulte ou d'ado, etc. quoi. Donc est-ce que la violence, c'est pas plutôt le fait d'une construction due à la société, quoi? Je vais vous répondre à la fois à votre question, toujours été intéressante. Simplement, voilà, je pense, mais je crois m'être exprimé, je n'ai jamais dit, d'ailleurs c'est vrai, que la violence n'était que biologique. Au contraire, c'est l'autre aberration. Je pense encore une fois, c'est un mélange de fonds biologiques, et c'est là la culture merveilleuse, au contraire, ou néfaste, peut amplifier. Mais après, c'est également, il y a toujours le cas individuel. Malheureusement, j'ai appris la douleur, et là, je m'éloigne de la question, et en même temps, j'y reviens. Je me souviens très bien de cette patiente que je connaissais, peut-être certains d'entre vous l'ont connue, de Carcassonne. Voilà, elle avait un enfant qu'elle adorait, donc son fils aîné, qui s'est tué dans un accident de voiture. J'avais été la voir, c'était terrible. Et alors, autour de moi, on parlait, et il y a quelqu'un qui lui a dit, mais quand même, heureusement, c'est vrai, voilà, mais heureusement, peut-être il est mort, mais c'est une sorte d'exemple, parce que grâce à lui, on va faire des ceintures de sécurité, et puis les accidents de la route sont de moins en moins nombreux, et c'est vrai, je me souviens de cette période où tous les week-ends, il y avait 150, 200 morts. C'était à Mazamet, j'avais participé, jeune interne. Tous les habitants, il y avait 13 000 morts par accident de la route. Et tout le monde s'était couché, un hélicoptère qui filmait. Mais cette dame avait dit, mais ce que vous dites là, mon fils est mort, je suis morte pour la vie, je m'oublierai. La collectivité, ça ne m'intéresse pas, c'est le cas individuel. Et je pense que c'est ça. Mais quand on fait à grande échelle en général, alors je pourrais dire, mais je sais qu'également c'est facile. Il y a ces exemples, ces caméras cachées qu'a montré dans des maternités, on peut le retrouver après. On voit très souvent des jeunes enfants de leur majorité et qui font des trucs violents vis-à-vis de leurs camarades. Je pense que c'est toujours, je pense que la proportion, on ne peut pas dire 50-50, 40-60, c'est un fond culturel qui peut être doux. Et au contraire, un bébé comme ça,
après, également, ce qui se passe pendant on sait beaucoup, pendant la gestation aussi, peut beaucoup influer. Mais je pense qu'après, c'est la culture, et là, vous avez raison. C'est vrai que c'est, après, ce côté culturel, sur ce fond, il peut soit exacerber une conduite, ce fardeau génétique, qui ne fait pas tout, ou il peut la menuisier, il peut le diminuer. C'est un mélange des deux. Le problème, c'est que, voilà, on sait pas, on ne peut pas calculer d'un point de vue quantitatif, 50, 60, le poids, 0, et on ne peut pas le calculer d'un point de vue qualitatif. Hein. Par contre, voilà, on le sait de ce point de vue, et eux-mêmes le reconnaissent d'ailleurs, il y a des mouvements, je vois en Nouvelle-Zélande, les Maoris, il y a des cultures, souvent iliennes d'ailleurs, et une culture de la violence, de l'agressivité, les tatouages, on se bat, encore que le haka, des rugbymen comme ça qui magnifique, je crois que c'est quelque chose, il y a plusieurs haka, c'est un haka de cérémonie mortuaire, c'est un hommage rendu. Et voilà, on a remarqué souvent, ça c'est Jared Diamond, dans un autre ouvrage que je vous conseille qui s'appelle Effondrement, qui parle de la disparition de l'île de Pâques, les affrontements. On peut faire une culture de... on peut éduquer des enfants à une culture de la défense, de l'attaque, de la violence, de la guerre aussi, qui peut être... Mais c'est recevable, hein, c'est sûr. Hein. Je dis, mais je suis partisan, voilà, plutôt je disais, parce qu'on a fait le tout le tout psychologique comme ça, mais on avait oublié, justement, et c'est là, ça a été une erreur aussi, et notamment un cas particulier, dans cet auteur, toujours, je disais les Anglo-Américains, le titre de l'ouvrage c'est Why We Snap, littéralement, pourquoi nous disjonctons. Voilà. Et lui analyse, en fin de compte, il y a des thèmes, il dit surtout ce qui intéresse, c'est que des personnes qui étaient tout à fait normales, comme vous et moi, comme ça, à l'occasion d'un bruit de voiture, et j'ai été témoin, je me souviens, finalement ça finit le vilebrequin, puis on fracasse sur quelqu'un pour un motif futile, on le connaît, c'est quelqu'un qui au départ était tout violent, comme ce bébé que vous mentionnez, et il y a eu cette disjonction maintenant, est-ce qu'elle n'est pas induite par une thérapie, des médicaments, des addictions, un problème vasculaire cérébral, je n'en ai pas parlé parce que ça nous mènerait trop loin, mais je ne peux dire, c'est au tout début, hein, on est quelques en France spécialistes, on s'intéresse le docteur Philippe Charlier, qui lui est médecin légiste, voilà, il était des hôpitaux de Paris, il a arrêté, maintenant il s'occupe d'autres domaines parce que c'était insoutenable pour lui. C'était justement ce phénomène, on en a parlé, des gens, on ne peut pas comprendre quand on pénètre dans l'intimité d'une scène comme le crime scene, là, et on voit c'est surtout ce côté presque d'ultra-violence. Alors c'est vrai aussi, après les humains sont agressifs. Je n'ai pas parlé du sport. Le sport est un succès d'année de la violence. C'est légalisé. Hein, les arts martiaux, c'est en fin de compte, j'ai un peu de... Il y a le plus terrible des sports collectifs qui miment la guerre, c'est ce qu'on appelle le calcio, l'ancêtre à Florence. Vous avez ce sont des contrats, des paroisses qui s'affrontent, mais souvent il y a plusieurs morts. Hein. C'est autour d'un ballon, mais ça donnait la soule, l'ancêtre du rugby. Mais les blessures sont autorisées, les coups. La boxe aussi, on aurait pu... Vous voyez, on pourrait en parler des...